une grande partie de la souffrance quand tu as une épreuve, c'est de croire que tu es seul dans ton épreuve. Et pourtant, personne n'échappe aux épreuves de vie. La question, c'est comment les traverser. C'est ça la santé mentale, notre capacité à faire face à la douleur. Joseph Amani avait 18 ans quand il a sombré dans la dépression. Quand tu perds ton papa du jour au lendemain, et pour avoir parlé à plein de jeunes, que tu sois proche de lui ou pas, tout ton monde il s'effondre. Et tu vois, quand je dis que j'ai plongé dans la dépression, moi personnellement j'y ai plongé lentement mais sûrement. Mais Joseph a choisi de vivre et de transformer sa souffrance pour aider les autres. Il a tout consigné dans son nouveau livre « La santé mentale vient, on s'en parle ». Et il en a même fait sa profession, expert en santé mentale. La vie nous joue des tours, c'est la vie. Mais aujourd'hui, j'ai eu la plus belle des forces, c'est la résilience. Et de me dire, peu importe ce qu'il en est, peut-être que demain j'aurai mal, mais il y aura toujours un cadeau derrière. Ce n'est pas un hasard si la santé mentale est désignée grande cause nationale en 2025. 1 personne sur 4 en France est concernée. Et ce n'est pas un hasard non plus si le podcast de Joseph Amani, On parle de tout, est suivi par 1 million d'abonnés. Mais c'est une évidence qu'il soit notre nouvel invité dans le fauteuil d'entre vous et moi. Quand t'oses parler d'un de tes problèmes, tu montres aux autres qu'il n'y a pas de tabou et enfin, ils peuvent se livrer et ça leur fait du bien. Si j'aidais pas les gens qui ont vécu une douleur similaire, la vie pour moi ne servait à rien, il n'y avait pas de sens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entre vous et moi avec une rentrée incroyable, vous l'avez vu, vous l'avez découvert, nos premiers invités, des invités qui nous racontent leur vie, leurs épreuves de vie, mais qui surtout vont vous expliquer, vont vous dire combien ça leur a fait du bien, que ce sont des épreuves utiles pour vivre mieux, voilà. Et vous savez quoi, pour cette nouvelle saison, eh bien, on avait envie de vous faire aussi un cadeau et d'aller encore plus loin pour vous, de vous permettre de décrypter justement certaines des notions qu'on développe. 2025, vous le savez peut-être, c'est l'année de la santé mentale. Alors sur Entre vous et moi, sans même le savoir, on en parle tous les dimanches. Vous l'avez, la santé mentale, c'est quoi? C'est je vais bien, je vais bof, je vais pas très bien, ou c'est je vais pas bien du tout, et quelquefois on le sait même pas. Alors on avait envie justement de mettre en valeur ces questions avec des experts. Alors pas des experts qu'on comprend pas, qui viennent de nulle part, non, des experts simples, humains, généreux, qui ont vécu ces épreuves de vie et qui vont pouvoir vous dire pourquoi et comment ça leur a permis d'aller plus loin. Et bien c'est justement ce qu'on vous propose pour ce premier grand format, ce premier hors-série d'interviews avec un expert de la santé mentale, quelqu'un qui a vécu ça dans sa chair. Et je vous propose de découvrir un jeune garçon absolument passionnant et tellement généreux. Bonjour Joseph Amani. Salut Dominique. Je ne me suis pas trompée? C'est une magnifique intro, moi je suis honoré. Voilà, expert en santé mentale, ça fait très pompeux et pourtant on va très très vite comprendre pourquoi, parce qu'on se dit tu, hors caméra, on s'est déjà dit tu, donc on va se dire tu. Parce que tu l'as vécu dans ta chair, la santé mentale. Tu as été mis à rude épreuve, on va le découvrir. Tu es conférencier, fondateur du média On parle de tout sur YouTube. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi découvrir cette chaîne en descriptif sous cette vidéo. Et puis ce livre qui vient de sortir, Santé mentale, allez viens, on s'en parle. Et si on s'en parlait de cette santé mentale? Avec grand plaisir, on en parle tant que tu veux. Alors pour mieux comprendre, on va découvrir un petit peu qui tu es, parce que vous savez qu'on aime bien fouiller un petit peu et savoir qui était ce petit garçon, qui était ce petit bonhomme qui aujourd'hui est devenu un homme et qui a souffert aussi dans sa chair. Alors, tu as quel âge, Joseph? Là, ça y est, j'ai eu la fameuse barre des 30 ans il y a quelques jours. Ouais. Et je me sens toujours jeune. Moi, dans ma tête, j'ai la vingtaine. 30 ans, ouais. Voilà, mais ça y est, on a eu les 30 ans. Même pas mal. Ah, ça fait un petit déclic. Je pense que ça fait un petit déclic par rapport aux gens aussi qui stressent autour de moi de ces 30 ans. Ouais. Et puis, dernièrement, j'ai parlé à un invité qui me dit « Mais Joseph, s'il n'y avait pas de carte d'identité, on ne saurait pas à quel âge on a, te prends pas la tête. » Et c'est vrai, tu vois, moi je ne saurais pas dire si tu as 20 ou 30 ans là, donc on s'en fiche. Oh, mais t'es trop mignon, toi. Ouais, moi j'ai 20 ans. Tu vois. Et tu es né où, Joseph? Et je suis né à Paris, Paris 12. Ouais. J'ai grandi entre la région parisienne, entre Villiers-sur-Marne et Paris. Un vrai Parisien, mais j'ai pas mal de familles du côté du sud. Du coup, voilà, entre Paris, Avignon, et j'ai pas mal voyagé, du coup je dirais que je suis un peu de partout. Fils unique. Fils unique. Ouais. Alors il y a 10 ans, en 2014,
à l'âge de 18 ans, tu vis une épreuve dramatique. Quand je vous ai dit qu'il a vécu cette question de la santé mentale dans sa chair, puisque tu perds ton papa. Eh oui, tout à fait. Moi, je suis issu d'une double culture. Français du côté de la maman, kabyle du côté du papa. Et du côté kabyle, comme d'ailleurs dans beaucoup de cultures, hein, le papa est très très important. Et c'est vrai que, tu vois, l'histoire, moi, je la trouve impactante pour beaucoup de jeunes parce que il y a beaucoup de jeunes qui vivent au jour le jour, qui ne se doutent pas que la mort, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et moi, c'était mon cas. Tu vois, un enfant de 18 ans, qui pratique le tennis, qui adore les soirées, qui adore faire la fête. Tu prépares ton bac aussi ? Je préparais mon bac, exactement. L'épreuve s'est passée à 2 petites semaines du bac. Et finalement, la vie, elle ne prévient pas. Et c'est vrai que quand j'ai perdu mon papa, je me rappellerai toujours, hein, j'étais en train de réviser le bac de philo à 99% pour le rendre fier, parce que moi, le bac, c'était pas ma priorité à l'époque. Et c'est vrai que c'est ma tata qui m'appelle à l'époque et qui me prévient comme ça et qui me dit ton papa a fait une crise cardiaque et il est entre la vie et la mort et il faut vite que tu viennes à l'hôpital. Et 2 jours après, on le débranche. Et voilà, je perds mon papa du jour au lendemain. Et c'est vrai que le terme santé mentale à l'époque, j'en avais rien à faire. Moi, je connaissais même pas, tu vois. J'étais en train de passer le bac, je préparais un BTS MUC. Je rêvais d'aller en BTS vente, technique de commercialisation, je crois que ça s'appelle aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu perds ton papa du jour au lendemain, et pour avoir parlé à plein de jeunes, que tu sois proche de lui ou pas, tout ton monde il s'effondre. Et c'est une nouvelle vie qui débute en fait. Tu as pu lui dire au revoir ? J'ai pas pu lui dire au revoir. Je lui ai dit au revoir 3 jours avant, comme on dit au revoir à un papa qu'on va revoir une semaine après. Les parents étaient séparés. Je devais le revoir le week-end d'après. Et non, ça je trouve que, tu vois, dans le deuil, c'est très particulier quand tu n'as pas le temps et pas l'occasion de dire au revoir à la personne. Donc j'ai pu lui dire au revoir quand il avait les yeux fermés sur le lit d'hôpital, mais pas de son vivant, quoi. Alors, pour celles et ceux qui ont vécu justement un deuil, on le sait toutes et tous, c'est le début d'une nouvelle vie. On ne s'en rend pas forcément compte au moment où ça arrive parce que voilà, l'émotion, la douleur, la tristesse s'emparent de nous. Mais c'est en effet le début du reste de notre vie. Tu écris dans ton livre, à 18 ans, je me suis retrouvée à devoir porter un deuil aussi lourd qu'un sac de course un dimanche soir. J'ai rapidement plongé dans ce fameux état qu'on appelle dépression. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Mais tu vois, il y a différentes... Alors, peut-être pas creuser trop dedans, mais quand tu vis un deuil, évidemment, tu passes par différentes étapes du deuil. Et la première, c'est le choc. Et moi, je me rappellerai toujours, quand on t'annonce que tu perds la personne, en tout cas, c'est du cas par cas, bien évidemment, mais pour moi, il n'y avait aucune émotion réellement forte. C'est comme si le corps, et moi je serais ravi de te demander ton avis après, mais comme si le corps bloquait toutes les émotions, et tu ressens ni tristesse, ni colère, ni anxiété, t'es là, tout est bloqué. T'as aucune envie particulière, t'as juste envie d'aller découvrir ce qui se passe. Donc moi, aller à l'hôpital. Et tu vois, quand je dis que j'ai plongé dans la dépression, moi personnellement, j'y ai plongé lentement mais sûrement. Et je dis lentement mais sûrement parce que quand on connaît un deuil, souvent on va passer par un parcours dépressif, qui est souvent très utile d'ailleurs au deuil. On a l'impression que c'est une prison, mais c'est souvent une prison qui peut devenir une belle prison dorée après et apporter plein d'avantages. Et pour ma part, tu vois, c'est passé beaucoup par le physique. C'est-à-dire que le papa décède, on pourra en parler après, il y a aussi la grand-mère du côté kabyle qui décède, il y a la maman qui fait un burn-out, et c'était un peu comme 3 deuils en même temps, tu vois. Et finalement, à l'époque, tu m'aurais vu, plus de triceps, un corps bien musclé, j'avais 10 kilos de plus. Et finalement, moi, les premiers symptômes du deuil, il y en avait 2. C'était les problèmes de sommeil, les insomnies, et c'était la perte d'énergie physique. Et ça arrive très régulièrement, tu vois, j'étais à la salle de muscu, développé couché, il y en a beaucoup qui connaissent, qui soulevaient à peu près 90 kilos, baraque, c'est pas mal. Et un jour, j'ai du mal à 90 kilos. Je me dis peut-être que j'ai mal dormi. Un mois après, je reviens, j'y allais 3 fois par semaine, 70 kilos, j'ai du mal. Puis après, 60 kilos. Puis je me questionne, est-ce que c'est mon sommeil, ma nutrition, est-ce que c'est d'autres choses ? Ben non, en fait, mon corps, il est en train de m'envoyer un signal. Et ce signal, il est arrivé, non pas une journée, non pas un mois après la mort du papa, mais il est arrivé des mois après, entre 4 et 6 mois. Et c'est ça qui dit, mais il faut peut-être que je commence à me renseigner sur
les effets, les symptômes du deuil, tu vois. Ouais. Et en un sens, l'image aussi est très forte, c'est que ton corps t'abandonne, fond, pour que tu puisses renaître à toi-même aussi. Mais ça, on ne le sait pas. C'est tout à fait ça. Et c'est le début de la dépression, ça, C'est ça. aussi. Que Et des il fois, faut l'accepter. Ouais, tu l'as très bien dit, j'ai l'impression que soit c'est le mental, soit le corps, et quand tu veux forcer un des deux, Ouais. bah, l'autre t'envoie un signal très fort. Ouais. Ça ne trompe pas, en fait. Ouais. Le corps ne trompe pas. Le corps ne trompe pas du tout. Jamais. Jamais. Et ça a duré jusqu'à tes 22 ans, pendant 4 ans. 4 ans de dépression. Bah ouais, j'aime bien dire 4 ans parce que des fois j'ai l'impression que ça a duré 10 ans, des fois j'ai l'impression que ça a duré 2 mois. Et quand je me suis posé avec ma maman et qu'on a fait le bilan, c'est vrai que ça a duré 4 ans, même des fois 4 ans et demi. Et quand je dis dépression, le terme dépression, tu vois, je m'en suis rendu compte vraiment vers 19 ans et demi. Le papa est parti, j'avais 18 ans et demi. C'est 1 an après que vraiment j'étais au plus profond. L'énergie physique n'était plus là. La salle de muscu, j'avais laissé tomber. Le tennis, ma grande passion, j'avais plus aucune énergie pour le faire. Zéro. J'avais zéro énergie. La seule énergie que j'avais, c'était pour me nourrir un peu, me lever de mon lit, aller en cours, parce qu'il y avait le BTS, il fallait pas que je lâche pour la maman quand même, et pour le papa, pour le rendre fier. Et j'arrive à une période, au bout d'1 an, où il y a ce qu'on appelle des idées noires, tu vois. Il n'y a plus cette énergie physique. Il y a une copine à l'époque, une relation amoureuse qui était là pour me soutenir, mais il y a zéro libido. Tu vois, beaucoup de jeunes connaissent une dépression, jeunes ou adultes, et se posent des questions sur leur libido. C'est hyper important, oui. C'est hyper important, et moi j'en parle à cœur ouvert, tu vois, les problèmes d'érection, les problèmes de libido, il y avait la totale. T'es plus dans ton corps, en Je fait. suis plus dans mon corps ne répond plus. Et il y a beau avoir des sentiments amoureux pour la demoiselle, les relations amoureuses, ça peut les gâcher. Et j'arrive au bout d'1 an, je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste plusieurs fois. C'est lui le premier, un homme formidable, qui me dit avec des mots doux. Les médecins des fois ne dosent pas leurs mots, mais là j'en ai eu un très bon. Il me dit: Joseph, tu vis ce qu'on appelle une dépression nerveuse. Donc tu vois, il y a se poser les questions, se renseigner sur Google, et il y a l'entendre d'un professionnel de santé. Et c'est à ce moment-là qu'on propose pour la première fois les fameux antidépresseurs, que je refuse. Alors, on va y arriver. Si tu permets, Eh oui. on va donner une définition simple de la dépression. Bien sûr. Tu en parles. J'ai eu ma dose d'antidépresseurs et ma collection de consultations chez des psys. Je mangeais des antidépresseurs comme un sportif de haut niveau avale ses compléments alimentaires, matin, midi, soir. C'était 2 ans après la mort de mon père et franchement, j'étais au plus bas. Moi qui pensais naïvement que je m'en remettrais en quelques semaines. Je ne savais pas encore que certaines cicatrices mettent du temps à se refermer. Je passais mes soirées allongée dans mon lit, soit à penser à rien, soit au pire. Toi, comment tu as réussi à accepter ce mot dépression balancé par ton médecin? Bah, tu vois, c'est une très très belle question. Le mot dépression, tu vois, déjà même le définir aujourd'hui, j'aurais 1000 définitions. Pour moi, ça reste une maladie mentale, mais qui peut devenir un vrai cadeau. Ouais. Il y en a qui ont du mal à comprendre, mais ça peut devenir un vrai cadeau quand tu t'en sers bien et que tu prends le temps de la comprendre. Et bah, l'acceptation, dis-toi, elle a pris du temps. Un médecin te dit dépression nerveuse, tu te dis, hey, n'importe quoi. Ta maman te dit dépression nerveuse, n'importe quoi. Un premier psychologue te le dit, un premier psychiatre. Impossible d'accepter le mot. Je suis pas fou, quoi. Je suis pas fou. Dépression nerveuse, pour moi, surtout quand voilà, on te le dit à 19-20 ans, c'est une maladie, c'est bizarre, c'est que pour les adultes, c'est que pour les dépressifs de 48 ans qui boivent du vin dans leur salon en cachette. Donc pour un jeune, en tout cas à l'époque, aujourd'hui heureusement ça se démocratise, impossible de comprendre et d'accepter ce mot. Donc tu te bats. Contre ton corps, à nouveau. Contre ton corps. Donc tu te forces à te lever le matin, tu essaies d'aller au sport, tu essaies de garder une relation amoureuse stable, tu essaies d'aller en boîte de nuit et te bourrer la gueule avec tes potes et d'avoir une vie normale. Et moi, l'acceptation, elle est venue avec la souffrance, elle est venue avec les recherches, et elle est venue avec, ce qu'il y avait beaucoup à l'époque, aujourd'hui je pense que c'est encore un peu à la mode, avec les forums. Beaucoup de recherches le soir, tu vois, entre 20h et minuit dans ma chambre, ordinateur, à taper des mots-clés, à taper des témoignages, et à lire des témoignages. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai accepté ce mot en lisant des témoignages de gens qui n'acceptaient pas. C'est-à-dire que, aujourd'hui encore sur Google, tu vas dans les forums de dépression et tu vois plein de jeunes ou d'adultes qui parlent de leurs symptômes, qui expliquent qu'ils sont au fond du gouffre, qu'ils ont des envies suicidaires, qui se prennent des antidépresseurs tous les jours et qui refusent d'aller voir des psychologues et des psychiatres à côté par contre,
et qui n'acceptent pas, qui sont dans le déni, qui pensent qu'ils vont s'en remettre du jour au lendemain. Et je lis les témoignages, il y a plein de forums comme ça, et je me dis, mais je suis comme eux là. Je suis un peu comme eux, je suis dans le déni. Je suis en train de lutter, j'ose pas prendre des antidépresseurs alors qu'on m'en a prescrit toutes les marques différentes. Ben non, Joseph, t'as bien ce mot qui apparaît en haut du forum. T'es en dépression. C'est un miroir de toi-même, là. C'est ça, c'est un miroir de moi-même. Et quand tu vois les gens malheureux, des fois tu comprends que t'es comme eux en fait. Et quand les gens, même à l'écrit, osent se livrer, t'es en train de te dire, ben, faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Qui est une phrase qu'un pote me répète tous les jours, tu vois, faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Et finalement, t'es comme eux. Donc le premier déclic, ça a été non pas d'affronter les autres et d'aller demander de l'aide, simplement de prendre un temps pour comprendre ce qui se passait. Et toi, c'est passé par les forums de discussion. Exactement, c'est passé par les forums et voir les gens qui avaient mal, qui n'osaient pas assumer leur faiblesse et leur force à la fois, tu vois, leur épreuve de vie. Ouais. Et de me dire, bah, en fait, je suis comme eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé mentale, c'est un mot qui fait peur en se disant mais enfin moi ça va, je vais bien, etc. Sauf que la santé mentale, ça englobe tout. C'est pas simplement quand on va pas bien, ça peut être simplement un bof. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Ouais, je me sens un peu down ou ouais, je suis un peu triste. Ça commence déjà à ça. Donc effectivement, au départ, on se dit tout va bien, la santé mentale positive dont tu parles, hein, tu te sens bien, épanoui, avec de l'énergie, etc. Ça roule. Il peut y avoir un deuxième petit niveau, la détresse psychologique, où là tu rencontres des épreuves comme un deuil, une rupture et un échec, mais où ça va. T'es anxieux, t'es triste, mais c'est passager. C'est juste un petit trouble momentané. Et ça passe avec le temps, avec un soutien de ta famille. Et puis, ça ne s'aggrave pas, en tous les cas. Et puis, derrière ça, on peut parler des troubles psychiatriques. Alors là, c'est des vrais problèmes médicaux, avec une dépression sévère, quelquefois qui révèle des troubles bipolaires, avec des complications pour vivre et des conséquences importantes pour sa vie. Ce que je voudrais que tu fasses comprendre à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a rien de tabou et que très bien quand on ne va pas bien, mais quand on arrive justement à ces niveaux-là de mal-être, ça va aller aussi. C'est pas grave dans l'absolu, mais il faut se faire aider. Il faut se faire aider, tu l'as totalement dit. J'ai l'impression que pour avoir interviewé beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes particulièrement, tu vois, on veut aller à l'encontre de son corps. Et moi, j'aime bien comparer à l'amour, tu vois. Alors, comment ça, tu compares la dépression à l'amour ? Mais si demain, tu es jeune et que tu as un coup de foudre, et que tu tombes amoureux ou amoureuse d'une personne, tu vas pas aller à l'encontre de cette émotion. Non, il ne faut pas que je ressente ça. J'ai la boule au ventre, j'ai les papillons, jamais de la vie. Alors pourquoi tu veux aller à l'encontre d'un événement très dur qui t'arrive dans la vie et que ton corps te fait ressentir plein de symptômes ? Et c'est ça, j'ai l'impression que l'humain ne veut pas accepter ça. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne veut pas l'accepter, mais quelquefois on en a honte. On en a honte. Toi, tu l'as ressenti aussi, j'imagine. Bah, beaucoup de honte, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis tombé en dépression, que même à l'époque, je prenais beaucoup d'antidépresseurs, à l'école, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Et dès que j'en parlais à un camarade de classe avec qui je pouvais me confier, il y avait un mélange évidemment de jugement. Il y a antidépresseur, anxiolytique, tu vas voir un psychologue. Et ce qui est drôle, c'est que je ne le savais pas, mais à l'époque, il y a au moins un quart de la classe qui était déjà allé voir un psychologue, tu vois. Je l'ai su après ça. Et on est dans une génération, en tout cas les 20-30 ans, heureusement ça c'est en train de changer grâce à des personnes comme toi, grâce au réseau. Et à toi. Mais il y a un fort jugement évidemment encore aujourd'hui de tout ce qui est santé mentale. C'est pas une maladie transmissible, hein. C'est pas une maladie qu'on peut attraper si on va aider un copain, quelqu'un qui est triste, qui se sent pas bien, qui est sous médicaments. Aller l'aider, aller lui parler, ça s'attrape pas en fait, au contraire, ça soulage. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Ce qui m'a sauvée, ce sont tes mots, c'est la parole. Pas juste parler de la météo, de ce qu'on a mangé hier, non. Parler d'une vraie parole, celle qui libère, celle qui te fait avancer. Eh bien moi, cette parole, je l'ai rencontrée en plein cœur de ma dépression, grâce à ma maman, qui m'a conseillé quelque chose. Et tu vois, la parole, pour moi, si je dois parler comme je parlais à l'époque, c'est de la foutaise. En rien sortir un mot de ma bouche et dire j'ai mal, j'ai perdu mon papa. Mais en quoi ça peut m'aider à aller mieux ? Je le sais que j'ai perdu mon papa, je commence à le comprendre. Je sais que je vais mal.
si je parle à un inconnu ou à ma mère et que je lui dis que je vais mal, en quoi ça va me guérir? Et un jour, ma maman, qui à l'époque allait pas très bien, tu vois, burn-out, double hernie discale, le dos bloqué et tout, suite à la mort du papa, et elle m'oblige. Donc à l'époque, antidépresseur, j'avais eu ma première envie suicidaire, ce qui m'avait poussé à prendre des médicaments, qui m'a bien aidé au final, les médicaments, pour en parler. Et elle m'oblige, alors je dis obligé, c'est un grand mot, elle me recommande fortement, et pendant plein de mois, d'aller à un groupe de parole. Un groupe de parole pour le deuil et pour les jeunes, qui est incroyable et qui était gratuit à l'époque et qui est pas cher aujourd'hui, et qui s'appelle Empreinte, où, imagine une dizaine de chaises, en mode alcoolique anonyme, comme je pensais, avec que des jeunes de 20 à 30 ans qui ont vécu un deuil. Je dis, ouais, ça existe ça? Elle m'oblige à y aller. C'est à 5 minutes de chez moi. Et là, j'arrive et là, tu vois, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que je m'assois, je ferme royalement ma bouche, je dis, mais je vais pas parler, la parole, c'est inutile. Et je vois que des jeunes de mon âge qui ont ce courage de prendre la parole. Il y a un psychologue gratuit bénévole qui est là, une bénévole qui est là pour donner la parole. Et il y a une jeune fille, moi j'adore en parler, du nom de Marie-Joseph, et qui a perdu son petit copain dans un accident de moto. Et là, elle prend la parole. Alors, c'était la première fois qu'elle prenait la parole, tout comme tout le monde. Et j'ai l'impression qu'elle nous fait une conférence tellement elle en parle bien. Et elle utilise des mots simples. J'ai perdu mon compagnon, je ressentais l'émotion, il me manque, je n'arrive pas à refaire ma vie. Et elle n'a pas des larmes, elle a les yeux qui pétillent, tu vois, mais il y a quasiment des larmes qui coulent. Et on l'écoute. Et c'est la première fois de ma vie que j'écoute quelqu'un parler du deuil. J'avais l'habitude de le voir sur les forums. Et ce que je ressens, tu vois, c'est de l'admiration, c'est une forme de courage. Et je me dis pour la première fois de ma vie, wow, c'est inspirant quand même, c'est un modèle. Elle arrive à parler de la personne qu'elle a perdue, et c'est en train, entre guillemets, de m'aider ou de m'apporter quelque chose, mais elle ne le sait même pas. Pourquoi? Parce que ça résonne en toi? Ouais, parce que je me dis, elle a perdu une personne proche dernièrement, et à travers ces mots, elle arrive à l'expliquer en forme comme si elle était en train de devenir plus forte, comme si elle était en train d'accepter ce que nous, on n'est pas en train d'accepter. Elle sait que c'est dur, elle sait qu'elle doit aller de l'avant, et elle est en train de le verbaliser. Elle met les mots. Elle met les mots, et entre guillemets, ça a l'air de lui faire du bien. Mettre les mots, c'est déjà reconnaître que ça existe. Ouais, en fait, c'est nommer. C'est nommé. C'est dire, et donc c'est là. On le pose. Et on le conscientise aussi. C'est ça, exactement. Il y a une forme, c'est incroyable comment le cerveau humain, le fait d'accepter de poser les choses sur la table, inconsciemment, tu es en train de passer à la première étape de l'acceptation et tu dis, regarde, je suis en train de parler à un inconnu ou à quelqu'un de proche et je suis en train de verbaliser que j'ai ce problème et que je l'accepte. Et je ne suis pas en train de le refouler. Et alors à celles et ceux qui refusent d'y aller, c'est-à-dire que là, tu as fait plaisir à ta maman, j'imagine. Oui. Moi, je ne suis jamais allée dans Bien. un groupe de parole. Pourtant, j'ai vécu un deuil. J'y suis jamais allée parce que je me dis, mais c'est pas ma place en fait. Puis j'ai pas envie de balancer ça à des gens que je connais pas. T'as fait comment toi? La première étape pour accepter d'y aller, je pense que c'est un mélange entre j'ai plus rien à perdre et ok, j'ai pas le courage de parler, mais je vais me forcer à faire cette première étape d'écouter. Okay. Et les gens ne se rendent pas compte qu'au début, quand ils ressentent n'importe quelle épreuve de vie, t'es pas obligé de parler. Si t'as pas le courage de parler au début, mais c'est normal, c'est très dur. Donc juste écoute, ou va te renseigner à travers un forum, à travers des beaux témoignages, à travers un média. Va juste écouter les gens qui ont vécu une épreuve similaire. T'as pas besoin d'avoir vécu la même épreuve pour comprendre l'autre et te faire du bien. Mais juste écouter, je pense que c'est le premier pas pour avoir le courage d'en parler. Et c'est aussi finalement retrouver sa place dans une communauté d'hommes et de femmes, alors qu'on a voulu justement s'en sortir de cette communauté, voire dans ton cas, te supprimer en fait. Ce qui est intéressant. C'est-à-dire que là, pour la première fois, après avoir voulu disparaître et donc te tuer et ne plus exister, de revenir du côté des humains. Tout à fait. Mais Daniel, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure, parce que toi, tu as connu un gros deuil également. Oui. Est-ce que tu as réussi à en parler directement après? Parce que toi, tu étais adulte à l'heure où c'est arrivé. Est-ce que quand on est adulte et qu'on a une belle expérience derrière et qu'on connaît très bien la vie quand même, est-ce que tu en as parlé à des psychologues, des proches? Comment ça s'est passé, toi? Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, mes enfants
ont été mes sauveurs. Parce que les premiers à qui j'ai dû parler, finalement, de la mort de mon mari et donc de leur papa, c'était à eux. Et donc la première verbalisation, c'est à mes enfants. Et j'aime à dire que mes enfants ne sauront jamais combien ils m'ont sauvée, puisque sans s'en rendre compte, ils ont permis ce retour à la verbalisation et à la société, puisque je leur ai dit, voilà, votre papa est mort, et on va essayer d'avancer ensemble. Voilà. Ouais. Ça, c'est une très belle image de dire, finalement, il n'y a pas de thérapeute. Tout le monde est un thérapeute. Tu n'es pas obligé d'aller dans un cabinet ou autre. Bien évidemment, ça peut faire énormément de bien, moi je recommande. Mais si au début, tu vas passer par n'importe quel thérapeute, la famille, les amis, les inconnus, c'est une formidable solution. Mais après, je suis passée par un psychiatre, et on en parlera justement quand on va parler, parce que c'est essentiel, en tous les cas, d'avoir une personne professionnelle qui puisse vous accompagner, et surtout neutre. Dans l'histoire. C'est important. Ouais, exactement. Honte, tabou, éducation, il faut briser les chaînes. C'est ce que tu essaies justement de faire comprendre aujourd'hui à ton public dans ton podcast sur ta chaîne YouTube. Au nom évocateur, on parle de tout. Ah, il fallait un nom type. Hein. Ouais. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Y compris dans ta double culture, toi, puisque les hommes n'ont pas le droit de mettre un pied à terre. Bah, tu sais, ce qui est drôle, cette double culture, c'est elle qui m'a appris le non tabou. Et je crois que je l'ai dit dans le livre, je viens d'une famille kabyle, et c'est du côté kabyle où moi je suis le plus proche, et où, ils sont d'accord, je peux le dire, la moitié de la famille a pris des antidépresseurs, a pris des anxiolytiques, en prend encore aujourd'hui, ils sont allés voir des psychologues, et on en parle ouvertement à table. Alors que jamais ils auraient pensé pouvoir faire ça un jour. Ouais, jamais. On fait pas ça quand on est un mec. Non, on fait pas ça, tu vois. Et c'est eux qui m'ont appris à ne pas avoir de tabou, à en parler. Et tu vois, il y a une émission qui m'a beaucoup aidé à ne pas avoir de tabou. On a fait, il y a à peu près 2 ans, une émission sur le sujet très tabou chez les jeunes, hein, peut-être chez les adultes aussi, hein, les problèmes sexuels des jeunes. Et je me suis dit, mais comment on va pouvoir en parler librement sur un plateau ? Je regarde, c'est pas trop fait sur Internet. Et du coup, ce que je fais, je me dis, mais Joe, si tu veux que les jeunes se livrent et parlent de leurs problèmes sexuels, même si tu as trouvé des invités quali qui acceptent d'en parler, c'est à toi de le faire en premier. Ouais. Et je me rappelle, j'arrive sur le plateau avec un t-shirt noir que je suis allé floquer dans un magasin. Et donc le t-shirt noir, il y a marqué « Ancien précoce ». Et j'arrive sur le plateau, donc tout le monde est choqué, j'enlève ma veste, le tournage débute, ils ne sont pas préparés. Et je dis « Bon, avant de débuter, je vais vous parler de mon ancienne précocité, je vais vous parler de mes problèmes d'érection en moins de 3 minutes, et après, qui veut prendre la parole est le bienvenu ». Voilà. Et encore une fois, ça prouve la très belle morale de quand tu oses t'ouvrir aux autres, quand tu oses parler d'un de tes problèmes, bah, tu montres aux autres qu'il n'y a pas de tabou et enfin, ils peuvent se livrer et ça leur fait du bien parce qu'ils sont passés par cette première étape dont on a parlé, de t'écouter. Et juste écouter quelqu'un parler d'un problème, c'est la première étape pour dire ok, bah, j'accepte de parler du mien. C'est tellement important, c'est tellement essentiel en fait, de pouvoir se livrer en toute authenticité, sans peur du jugement. Tu vois, comme le cadeau que tu as fait à tes enfants, que bah, ils ont connu ce deuil, mais en même temps, ils ont vu leur maman parler du deuil, à mon avis. C'est un cadeau incroyable que tu leur as fait. Et oser pleurer aussi. Claude, mon mari et le papa de mes enfants pleuraient. Moi, j'ai pleuré. C'est-à-dire qu'un parent n'est pas cette entité indestructible. Non. Un papa, une maman peut pleurer. Ah, oui. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'on peut aussi mettre un pied à terre. Ouais. Ouais. C'est très très beau. Libérer la parole, c'est le sens de ta vie aujourd'hui. Avec en poche un diplôme certifié d'État en technique de questiologie et un diplôme de secouriste en santé mentale. Parce que oui, Joseph est coach, mais il ne s'est pas dit un jour, allez tiens, je vais monter mon site internet en mettant je suis coach. Non, ça se travaille. La questiologie, savoir poser les bonnes questions. J'adore. Tu sais, le terme coach, on dit que tu le connais très très bien. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu vois plein de coachs. Ah ouais. Et je vais vous aider là. Bien sûr. Je suis coach en vie. Coach de vie, le terme coach de vie, oh là 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 là. Ouais. Et les gens ne savent pas que c'est un vrai diplôme, c'est une vraie certification. Et moi, je m'étais renseigné à l'époque de l'école de commerce. Donc j'ai fait une prépa infirmier en plein milieu de l'école de commerce. Et je dis, est-ce que je vais en psycho ou pas ? Le métier de la psycho m'intéresse beaucoup, c'est 5 ans d'études quand même. Et finalement, je tombe sur des formations de coaching et de sophrologie. Et je m'intéresse beaucoup au coaching où je recommande aux gens d'aller se renseigner, c'est formidable. Et je tombe sur une très belle certification à Paris, RNCP, certifiée par l'État, où on t'apprend à poser des questions pertinentes pour créer un monologue dans la tête du client en face de toi
qui n'est pas un patient, qui est un client, pour que lui-même trouve des solutions. Et c'est une certification, tu vois, qui se fait en 1 an, où tu as plein de clients tests, et tu tombes sur des magnifiques personnes qui peuvent avoir une addiction à la cocaïne, ça peut être un couple qui est en train de se séparer, un jeune totalement perdu en amour au niveau pro, et toi, tu es là pour écouter, tu es là pour poser les bonnes questions, tu es là pour ouvrir des solutions à l'autre, mais en rien, tu n'es là pour lui donner des conseils. Et c'est ça le coaching, c'est un accompagnement pour mieux comprendre l'autre, et aider à mieux qu'il se comprenne lui-même. Il n'y a pas de gourou en fait en coaching, Y a un pas de bon gourou. coaching. Et 90% malheureusement des coachs que tu vois sur les réseaux n'ont pas de diplôme. Et c'est hyper important de souligner ça, et ça peut être aussi une première clé, c'est-à-dire ne foncez pas tête baissée vers quelqu'un qui va savoir bien vous parler, qui va savoir vous donner plein de vous pensez de clés ou de solutions. Déjà, informez-vous sur sa formation, Tout à fait. sa crédibilité. Et ne tombez pas justement dans les lueurs de YouTube et des réseaux sociaux. Voilà, là, vous en avez un et il est diplômé. Voilà, c'est un vrai. Et moi j'ai l'impression même que le diplôme en lui-même n'est pas... Il est très utile, hein, mais c'est l'expérience qu'il y a derrière. Ouais. Et moi je pense que tu vois, quand j'avais le diplôme de coach, je ne disais pas que j'étais coach. Ouais. Après j'ai été embauché dans une école pour coacher les jeunes étudiants. Je l'ai fait, alors j'avais loué un petit cabinet à Paris, je le faisais dans ma chambre, je le faisais dans le cabinet, je le faisais à l'école. Et c'est peut-être au bout d'1 an et demi que je me suis dit oui, bah là Joseph, tu peux dire que tu es coach et que tu accompagnes les personnes. Mais comme tout métier, tu vois, toi, je pense que quand tu as été diplômé de n'importe quel métier, c'est après, une fois que tu as pratiqué C'est le journalisme, l'expérience. que là tu as été nouvelle journaliste. Bien sûr. C'est l'expérience aussi. Et puis c'est la qualité de l'expérience en fait. Tout à fait. Savoir ce que tu en fais. Ben oui. Si c'est dédié aux autres ou si c'est simplement pour te mettre en avant. Voilà, C'est ça. c'est la grande différence. Et puis en plus, savoir poser les questions, juste pour info, mais vous le savez, ça vient de très très loin puisque Socrate lui-même savait accoucher les esprits avec sa fameuse maïeutique. Et puis, c'est une technique, la questionologie, qui a été développée par Frédéric Fallis en 2009, qui était chercheur et coach belge. Et puis, j'adore cette phrase de Platon. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur quelque chose. Parce que ça, c'est important. Un bon coach ne va pas vous dire ce que vous devez dire. En fait, la question qu'il va poser va vous permettre de trouver la solution qui est en vous. Tout à fait. C'est pas lui qui va vous la donner. C'est vrai que tu sais qu'il y a une question très très drôle que moi j'adorais poser aux étudiants. Donc les étudiants venaient quand ils étaient entre guillemets mauvais élèves ou qui galéraient à trouver une alternance, l'école de commerce. Ouais. Et moi ils s'asseyaient comme ça. Et je prenais l'étudiant qui avait peut-être une moyenne de 8,4 sur 20, tu vois. Je dis, bon, allez, explique-moi Thomas, c'est quoi l'avantage à foirer tes études? Explique, j'adore. Je disais, mais comment ça? Non mais il y a forcément des avantages. Et là ils cherchaient, ils disaient, mais je comprends pas. Et finalement peut-être qu'il y avait un avantage à se faire remarquer par les parents. Il y avait peut-être un avantage à redoubler parce qu'il avait peur du monde actif. Et finalement, le coaching, quand tu poses une question à l'envers, ça ouvre tellement de portes. Et le coaching, ce qui est très beau aussi, c'est que tu peux poser ces mêmes questions dans le deuil ou dans la santé mentale. C'est quoi l'avantage d'avoir un deuil? C'est quoi l'avantage de vivre une dépression? C'est quoi l'avantage à ne pas en parler à ses proches ou à en parler à ses proches? Et tu vois, ça ouvre tellement de portes que moi j'adore. Vous commencez à vous poser des questions. Ce serait pas mal. C'est intéressant, c'est vrai. Il y en a qui voient le deuil comme une malédiction. Il y en a qui se disent, mais wow, si je vis un deuil, c'est que quand même j'ai eu un incroyable moment ou une incroyable personne dans ma vie que j'ai l'opportunité de regretter. Donc finalement, j'ai eu un cadeau, peut-être que là, il y a un nouveau cadeau qui arrive. Le deuil, on peut le voir de mille manières. Alors, savoir poser les bonnes questions, c'est aussi, derrière, observer les symptômes. Et ça, c'est intéressant. Toi, tu disais que tu étais apathique. Tu n'avais plus aucune énergie, j'imagine du mal à vouloir te lever le matin. Oh. C'est important de savoir repérer les symptômes. Ouais, c'est très important parce que quand tu es dans une situation de mal-être, il n'y a plus rien qui a de l'importance. Et tu ne vas pas prendre l'énergie, c'est beaucoup d'énergie également, de repérer ce qui ne va pas. Ouais. De se mettre devant le miroir, de prendre un carnet et d'écrire, et de dire « Ok, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie ?» Et c'est là que les proches, l'entourage a un rôle primordial. Ouais. C'est de te donner cette énergie, cette opportunité de te dire « Viens, juste on se pose 10 minutes et tu me verbalises, ou tu m'écris, ou tu me montres ce qui ne va pas. » Et comme on l'a dit, le dire, le verbaliser ou le montrer à un proche, c'est la première étape de l'acceptation. Mais j'ai l'impression que dans énormément de cas, quand ça ne va pas, tu n'as pas cette énergie physique pour dire que ça ne va pas et pour le remarquer de toi-même, tu vois.
Et une réponse même anodine d'un proche qui va demander à son enfant, à un ami, comment tu vas? Et cette réponse qu'on a toutes et tous fait, bof, ça veut dire beaucoup ça aussi. Savoir décrypter la réponse. Ouais. J'ai même l'impression qu'on est tellement habitué à mentir, tu vois, à dire ouais, je vais bien, Ouais. qu'il y a une nouvelle réponse chez les jeunes, que moi je vois beaucoup dans mon entourage, c'est comment ça va? Oh, normal. Et toi? Et que maintenant, normal, tellement on est habitué à se mentir à nous-mêmes, ça veut dire je vais pas bien. Tu vois, c'est drôle. Normal. C'est peut-être une première alerte, ça. Ouais, tout à fait. Hein. De ne jamais laisser l'autre, finalement, avec cette réponse et essayer juste de savoir, mais normal plus ou normal moins? Mais tu vois, en coaching, le professeur qui était là, le coach qui nous formait, première question, individuellement, je réponds jamais à tous en même temps, c'est comment ça va aujourd'hui, Joe? Interdiction de répondre je vais bien, je vais très bien, ça va normal. Tu formalises et tu réponds en plusieurs phrases. Aujourd'hui, je me sens ta ta ta. Ouais. Et c'est intéressant. Intéressant, ouais. Et toi, tu racontes justement des expériences de prise de parole, etc. Mais pour écrire ton livre, tu as rencontré 30 témoins qui livrent leur expérience dans ton livre. Alors, ça va des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, à l'anxiété, à l'addiction, à la dépression. C'est intéressant parce que ces 30 témoins, ça pourrait être vous et moi, nous. Et l'anxiété, finalement, on se rend compte qu'on la vit très très souvent. 21% de personnes souffrent de troubles anxieux et le chiffre grimpe jusqu'à 31% pour les jeunes de 12 à 25 ans. C'est une peur inconsciente de ce qui pourrait arriver, montée de toutes pièces par notre cerveau pour nous protéger. Oh, mais si je fais ça, ça va faire ça, etc. Dans 99% des cas, il ne se passe absolument rien. C'est vrai. Tu vois, on a interviewé beaucoup de personnes sur l'anxiété. Et d'ailleurs, tu leur demandes, alors d'où ça vient l'anxiété, pourquoi on en a? Les gens ne savent pas. On n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas. Et ils reconnaissent les symptômes, tu vois. Il y en a beaucoup, je leur dis, à ton avis, qu'est-ce que tu ressens quand tu es anxieux ou anxieuse? Et ils le disent sur le plateau, j'ai la boule au ventre, des fois j'ai des palpitations, je me réveille la nuit, je stresse. Regarde, je suis pour rien, là, je suis en train d'imaginer le futur. Je dis, mais pourquoi tu es en train d'imaginer le futur? Pourquoi tu veux que ce soit parfait? Pourquoi tu es en train de toujours anticiper? Et les gens ne savent pas. Et les gens ne prennent jamais le temps de se poser, de dire, ok, pourquoi aujourd'hui je ressens de l'anxiété? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il y a des cadeaux cachés? Est-ce qu'il y a des bénéfices derrière? Oui, beaucoup. Ouais, parce que l'anxiété, c'est un symptôme en fait. C'est un symptôme. Quelque chose n'est pas aligné. Quelque chose n'est pas aligné ou peut-être que tu ne vas pas dans le sens où tu devrais aller. Ouais. Le burn-out, on parle aussi de bore-out, c'est quand on s'ennuie, on se désengage au travail, on est épuisé, on se dit même que peut-être qu'en fait, notre vie ne sert à rien, on court derrière rien, comme un petit peu les souris qui tournent dans leur roue. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est des mots qu'on rencontre de plus en plus dans les sociétés. Tu vois, burn-out, il y a beaucoup de personnes qui en parlent aujourd'hui, là, en 2025 sur LinkedIn. Enfin, on ouvre la porte. Et c'est aussi un mot maintenant qui est devenu un peu un mot fourre-tout. Attention, parce qu'il y a, comme le mot coach, les jeunes, ça y est, sont fatigués en rentrant chez eux, ils disent « je suis en burn-out ». Il faut faire attention. Et tu vois, j'ai lu plein d'études dessus qui montrent que tu peux tomber en burn-out même en travaillant 4 heures par jour. Si tu n'es pas du tout aligné avec toi-même, si tu ressens de la souffrance au travail. Et tu peux ne jamais tomber en burn-out de ta vie, même en travaillant 15 heures par jour. Et encore une fois, il y a énormément le mental qui rentre dedans, et il y a énormément l'alignement. Est-ce que tu fais quelque chose qui est fait pour toi? Et l'actualité le révèle actuellement, puisqu'il est question justement de davantage contrôler les arrêts maladie, par exemple, dont on a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre médecin. Lui seul pourra vous dire si vous devez vous arrêter, s'il est important que vous vous arrêtiez, parce que vous risquez aussi de provoquer des réactions qui pourraient vous desservir au travail. Donc effectivement, l'actualité souligne qu'il y a trop d'arrêts de travail, mais je pense que les premiers à savoir si un arrêt de travail est important et effectif pour son patient, c'est bien un médecin et pas un patron d'entreprise, je crois. Tout à fait. Et moi, si je peux me permettre, est-ce que toi, tu es déjà tombé en burn-out dans ta vie? Moi, je suis tombée en dépression. Je suis tombée en dépression. Alors moi, j'ai pas arrêté de travailler parce que le travail était ma bouée de sauvetage. Et donc, j'étais vraiment à l'antenne pour présenter le journal de 13h avec Jean-Pierre, etc. Et je pense que c'est un cadeau aussi caché, le départ de Jean-Pierre Pernaut, parce que c'est peut-être son départ, et malheureusement sa mort derrière, qui a fait que
je me suis aussi arrêtée à ce moment-là. Ah, ça a été un déclic. Tu vois, Donc j'ai voulu lutter et je me suis arrêtée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était plus aligné. Donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en regardant les autres, Ouais. peut-être on se compare, c'est un miroir, et qu'on se dit, bah non, Ouais. là il y a un message derrière. Ouais, et que je me mentais à moi-même, qu'en fait, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais et que je n'avais pas la possibilité de réaliser ce que je voulais être et ce qui me semblait être parfaitement adapté à mon expérience. Et comme je ne l'avais pas, je me suis dit, tu vas faire autre chose. Alors, la question des médicaments, se pose, puisque tu en as pris, tu le dis. Psy ou pas psy, médicament ou pas médicament. Est-ce que tout le monde doit aller voir un psy ? Tu le dis. Ma réponse est simple. Non, ce n'est pas une obligation, mais oui, ça peut être sacrément utile. Oui, tu vois. Aller voir un psy, prendre des médicaments. Moi, je me suis posé la question que le jour où... alors, c'est pas une tentative. J'ai eu une envie suicidaire du haut du balcon de chez ma mère. Elle était partie à l'hôpital pendant 5 jours pour la double hernie discale. Et je me retrouve seul chez moi, tu vois, et je me rappelle, balcon, 5e étage. Et je ressens un tel mal-être que je n'arriverais pas à expliquer. Et je me dis, ouais, mon papa, il est mort. Ma grand-mère, elle est morte. Ma mère, elle est à l'hôpital. Dans ma tête, peut-être qu'elle va mourir, tu vois. Je suis perdu à ce moment-là. Je me dis, mais si je saute, il n'y a plus de souffrance, c'est cool. Et je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Alors que là, je sais ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de souffrances qui arrivent. Et moi, c'est à ce moment-là, peut-être cet état de mal-être profond, qui a duré une vingtaine de secondes, qui m'a dit, mais Joseph, plus jamais tu veux ressentir une telle émotion. Et en fait, peu importe ce qu'il y a derrière les médicaments, peu importe ce qu'on te dit, que ça va t'anesthésier, que ça va te rendre addict et tout, tu sais même pas si c'est vrai, et ça peut pas être pire que ce que tu ressens aujourd'hui. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous chez le psychiatre que j'avais vu une fois avant, et je lui ai dit, voilà, explique-moi comment ça marche les antidépresseurs. Tu m'as parlé d'anxiolytiques aussi, qui sont contre l'anxiété, et c'est là que j'ai accepté de prendre des médicaments pour la première fois. Non pas pour aller mieux, mais pour retirer une partie de ce mal-être que je pouvais plus gérer en moi. Pour te protéger aussi. Pour me protéger. Pour te sauver. Pour me sauver, tu vois. Il y en a qui préfèrent carrément ressentir ce mal-être éternellement plutôt que de prendre des médicaments. Et sauter. Et sauter. Non, c'est pas la solution. Les médicaments, ça a été créé, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est les médecins aujourd'hui qui ont fait 10 ans d'études, les prescrivent, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc bien évidemment, renseigne-toi. Bien évidemment, prends le temps d'étudier ce que c'est. Mais si tu es vraiment mal, accepte de te faire aider. Même chimiquement. Petite précision, un psychologue ne pourra jamais vous prescrire de médicaments, alors qu'un psychiatre, qui est un médecin, lui, a la possibilité, le droit de vous en prescrire. Donc seul un psychiatre que vous irez consulter pourra décider si oui ou non vous avez besoin de médicaments. Question. Tu passes pour un faible si tu racontes ça. Là, imagine, ton patron entend ton témoignage. Oh là, le mec, il a voulu se suicider et en plus, il est sous antidépresseurs, il a pris des antidépresseurs. Waouh. Alors moi, je veux pas de ça dans mon équipe. Oh là là. Il y en a un. Tu réponds quoi ? Je réponds ce que j'ai répondu il y a quelques années avant de créer le média, tu vois. Je réponds, je me barre. Aujourd'hui, heureusement, il y a une très belle ouverture d'esprit. Et moi, je pense, c'est mon avis, que les 2/3, je pense qu'il y a plus de la majorité, les 2/3 des patrons sont très compréhensifs et peuvent comprendre quand tu leur dis ça va pas. J'ai perdu une personne, je suis en dépression, je vais voir un psychologue. Il y a plein d'entreprises, tu as vu, qui prennent des abonnements à des startups parisiennes et qui t'offrent carrément des séances de psychologue. Incroyable. Et si malheureusement toi, moi ou n'importe qui nous écoute tombe sur un patron qui n'arrive pas à comprendre ton mal-être, eh bien, il faut prendre le temps, mais il faut avoir le courage de dire le travail, ça représente une grande partie de ma vie et je ne veux pas rester dans cet environnement qui n'est pas bon pour moi. Donc moi, à l'heure actuelle, je dirais, je me barre. Fuyez. Parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est que peut-être que ce patron-là est sous antidépresseurs ou sous médicaments. Ou alors qu'il ne l'est pas parce que lui ne veut pas voir ça, donc il est en souffrance aussi et en bataille intérieure et que la conversation ne peut pas se faire. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant de le voir. C'est toujours essayer de décortiquer les choses et de se dire que ni votre patron, ni celui qui va vous juger est supérieur à vous, en fait. Exactement. Et c'est important que le lieu où tu travailles, tu te sentes bien, tu te sentes compris. Bien sûr. Ouais. Un psy ne te juge pas. Il sait poser les bonnes questions au bon moment. Et puis payer pour quelqu'un qui t'écoute, c'est un acte fort. Car tu investis sur toi-même, dans toi, et puis si tu n'y vas pas, tu perds ton fric.
Mais c'est clair, tu vois, je ne me rendais pas compte, étant jeune, de dire, ok, je vais prendre le métro et je vais marcher 10 minutes et je vais donner 80 €, qui est énorme quand tu as 20 ans, tu vois, 80 € de ma poche en espèces à une inconnue qui est tranquille dans son fauteuil pour me poser des questions sur mon papa qui est mort. Quel intérêt? Et puis un jour tu le fais, une fois, 2 fois, 3 fois, et là tu commences à voir qu'il y a des effets. Et en fait, le fait de payer pour te dire je commence un processus pour aller mieux, c'est très très puissant. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau humain qui dit waouh, j'ai accepté d'aller mal, j'ai accepté de payer pour aller mieux, j'ai accepté pour parler à une inconnue, je sais même pas qui c'est, je connais que son prénom. Et waouh, il se passe quelque chose de fort, et là, on passe à un autre niveau de l'acceptation. Ouais. C'est une rigueur mentale aussi. Et puis sachez que c'est remboursé par la sécurité sociale et par la mutuelle, évidemment, si vous en avez une. C'est très juste, c'est comme une routine de vie. C'est comme quand vous allez payer votre cours de sport. Voilà, ça fait partie de votre emploi du temps. Et tu l'as très bien dit, il y a mon parcours psy qui peut rembourser beaucoup de séances aujourd'hui. Et le psychologue, comme tu l'as dit, voilà, lui n'est pas autorisé à donner des antidépresseurs. Il n'y a que le psychiatre ou le médecin généraliste. Et le psychologue, c'est comme de la muscu. Ouais. C'est pas une séance, ça va aller mieux. Ouais, exactement. Un bel entraînement où tu apprends à connaître l'autre. Une bonne santé mentale, c'est un équilibre d'hormones. Et quand ce déséquilibre-là se présente, eh bien, évidemment, ça joue sur notre santé mentale. Alors, ça peut être simplement de l'humeur, mais ça peut être aussi beaucoup plus grave. Il y a trois hormones principales, la dopamine, l'hormone de la récompense, la sérotonine, l'hormone du bien-être, l'endorphine, l'antistress. Quand les trois vont bien, c'est génial. C'est cool, hein? On kiffe la vie, là. Quand il y en a un qui est déréglé, c'est là que commence le mal-être. Et pendant une dépression, eh bien, le cerveau connaît justement un déséquilibre chimique au niveau de ses hormones. Et c'est là où un médicament, quand il est justement prescrit, peut permettre de rééquilibrer ces trois composantes. C'est ça, c'est à peu près ça. On diabolise beaucoup le terme antidépresseur, tu vois. On ne sait même pas ce qu'il y a réellement dedans pour la plupart des gens. Et comme tu l'as dit, si on prend la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, et évidemment que quand tu es en dépression, le cerveau il la sécrète en moins grande quantité. Et évidemment que tu peux commencer à aller moins bien moralement. Et pour résumer, on pourra en parler 1000 ans, hein, mais l'antidépresseur il est juste là pour être ingéré par le corps et pour permettre à ton cerveau de mieux recapturer cette hormone de la bonne humeur. Et évidemment qu'il a d'autres effets secondaires, effets sur le bien-être. Donc les gens peuvent aller se renseigner, tout est marqué sur internet. Mais ouais, le médicament il est juste là pour t'aider à dire ok, ton cerveau est déréglé, et moi je vais te permettre de mieux capturer cette hormone de la bonne humeur. Alors attention, hein, on n'est pas là en prosélyte des médicaments, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut prendre des médicaments. Loin de nous cette idée, on n'est pas des médecins. Simplement, on vous explique que dans certains cas, quand les médecins l'estiment utile, et ça a été ton cas, et ça a été mon cas, ça peut aider. Ben c'est ça. Ça a duré combien de temps tes médicaments? J'ai eu beaucoup de phases. La première phase a duré 1 an et demi. Après, j'ai refait une pause, j'en ai repris. Dans la totalité, j'en ai pris pendant 4 ans. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que tu parles de ça, rééquilibrage. La première phase qui a duré 1 an et demi. Après, il y a eu d'autres épreuves voilà, qui sont alignées, mais pour le deuil, je l'ai pris pendant 1 an et demi. Et on a l'impression qu'on va en prendre toute sa vie. Tu vois, en fait, l'antidépresseur, ce qui est dur à comprendre, c'est qu'on commence à nous le donner, mais on ne donne pas de date de fin. C'est pas comme du magnésium où tu dis, ok, tu prends tous les jours pendant 2 mois, il y a un effet. Non. Et moi, au bout d'1 an et demi, j'ai senti les bénéfices de l'antidépresseur, bien sûr, dès les premiers mois, mais des séances avec la psy, tu vois. Et en fait, petit à petit, la psychologue et le psychiatre à côté, qui me suivaient, me dit, mais Joe, t'as retrouvé l'appétit, t'as retrouvé de l'énergie, t'as retrouvé un certain bien-être mental où t'arrives à avoir une relation amoureuse, t'arrives à aller en cours, t'arrives à vivre. Et petit à petit, non pas du jour au lendemain, on va diminuer cette dose d'antidépresseur à ton rythme pour l'arrêter en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. Et pour que tu apprennes à vivre sans médicaments. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, en fait, l'antidépresseur, ça peut être une béquille. En rien, ça va te sauver la vie. C'est une béquille que tu apprends à enlever comme quand tu te casses la jambe. Et ça a été mon cas, moi. Et tu as senti des effets secondaires dans ton cas? Oui, j'en parle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un psychiatre ou un médecin qui te suit à côté. Moi, il y a eu encore plus de dérèglement de libido. Ouais. La libido est passée par tous les côtés. Il y a eu, et ça on peut en parler, des fois une augmentation de l'anxiété. Je crois que c'est important d'être suivi quand on prend un antidépresseur. Ouais. Jamais tout seul. Hein. Il y a eu des problèmes d'insomnie qui ont augmenté un peu. Et
Ouais, il y a eu ce dérèglement aussi de l'énergie où il y a certains jours j'avais plein d'énergie, d'autres jours encore plus fatigué. Et il y a eu une petite prise de poids. J'ai pris 4-5 kilos. Ouais. Et après, ça s'est régulé naturellement. Combien de temps, la régulation? Oh, moi, je dirais que ça a pris peut-être entre 6 mois et 8 mois. Entre 6 mois et 8 Ouais. mois. Ouais. Les effets secondaires, c'est vrai que c'est du cas par cas. On dit que ça peut durer 2 à 3 mois, des fois un peu plus. Mais moi, ça a pris bien 6 mois, en tout cas, au niveau du ventre, pour se réguler et avoir un bon dégonflement. Ça se voit pas là. Non, là, ça va, on a récupéré un peu la forme, Ouais. mais ça prend du temps. Ouais. Ça va? Aujourd'hui, moi, ça va très bien. Bien évidemment, je repasse par certaines phases où la vie nous joue des tours, c'est la vie. Mais aujourd'hui, j'ai eu la plus belle des forces, c'est la résilience. Et de me dire, peu importe ce qu'il en est, peut-être que demain j'aurai mal, mais il y aura toujours un cadeau derrière. Et c'est de se dire aussi que, évidemment, qu'il y a des phases qui vont revenir, d'anxiété, de peur, de tristesse. Mais le plus beau cadeau de la vie, après ces épreuves-là, c'est de se dire, je sais en moi que je peux les mettre à plat, que je peux gagner par rapport à ces phases descendantes et que rien ne pourra me mettre plus par terre en fait. Et c'est ça aussi. Et j'allais dire, c'est de retrouver la confiance en soi et de se dire, j'ai confiance en moi et je sais que je vais gagner face à ces moments-là. Ouais. La confiance en soi. Mais tu l'as très bien dit, moi je compare beaucoup la santé mentale à l'amour. Et c'est comme une première rupture amoureuse. Tu as l'impression que tu auras mal toute ta vie. Ouais. Non, tu guéris, non, tu apprends. Et la deuxième rupture fait certes mal, mais un peu moins mal. Et s'il doit y en avoir une troisième, une quatrième, qui n'arrivera peut-être jamais, hein, on ne sait pas. Mais s'il doit y en avoir une troisième, une quatrième, elle fera moins mal parce que tu auras appris ce côté résilient et tu auras appris sur toi-même et tu auras mieux compris cette douleur de pourquoi elle est là. Ouais. Et ça ne pourra pas me mettre par terre. Ça ne pourra jamais te mettre par terre. Ouais. Une bonne santé mentale, c'est justement un savant dosage entre la confiance, l'estime de soi et l'ego. Alors, on va parler de ces trois gros mots, surtout l'ego. La confiance en soi, notre capacité à faire quelque chose. L'estime de soi, la valeur qu'on s'accorde. Alors, ça, c'est plus subjectif. Ce qu'on pense valoir, l'importance qu'on se donne. L'ego. Ah, l'ego. C'est le moi, le je. C'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne pour être soi en tant qu'individu. Attention à l'équilibrer pour ne pas dénigrer l'autre. Et là où j'ai trouvé que ton livre était formidable, parce que non seulement tu oses raconter ton histoire, mais voilà ce que tu dis là, avec tes mots simples, sans peur du regard de l'autre, mais surtout, c'est que tu nous donnes des petits exercices et des clés à faire. Et ça, c'est génial. Ah, t'as bien lu, hein? Et je vais vous en révéler quelques-unes. Pas tout, parce que je veux vraiment que vous achetiez le livre. Le test du spectateur amnésique. Quand tu stresses et que tu as peur d'être jugé, tu dis qu'il faut se poser cette question. Dans combien de temps cette personne aura-t-elle totalement oublié ce moment? Tu vois, il y a un exercice que moi je recommande à tout le monde, c'est d'aller dans la rue, il y a plein de caméras cachées que j'ai fait comme ça, et d'aller parler à des gens. D'ailleurs, je l'ai fait la semaine dernière pour une interview, juste aller faire des compliments aux Parisiens. J'allais dans la rue, et je sortais le premier truc qui me venait dans la tête. « Oh madame, votre manteau est formidable, votre manteau vous va ravir. Monsieur, avec votre chapeau, vous êtes beau gosse. » Une fois sur deux, j'avais un regard de jugement. Une fois sur deux, il y avait un vent, ou une personne qui ne te regarde pas et qui te dit « Mais c'est quoi ce mec ? Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est un SDF qui veut de l'argent, c'est un escroc, il me connaît, il est chelou. » Et oui, cette personne le lendemain aura oublié. Ah ouais. Et comme si on relie la santé mentale, si quelqu'un voit que tu n'es pas bien, peut-être qu'il aura oublié demain. Si tu confies un de tes problèmes à quelqu'un, peut-être qu'il s'en rappellera toute sa vie ou peut-être qu'il aura oublié demain. Ouais. Et avoir cette capacité à te dire, peu importe ce que tu fais ou que tu dis aux gens, il n'y a que le moment présent qui compte et n'aie pas peur du jugement parce que la personne, dans 4 heures, elle aura oublié et elle pensera plutôt à son compte bancaire. Tellement juste. Le syndrome du figurant. Tu peux nous en parler ? Est-ce que tu as déjà eu l'impression, parce que moi j'ai vu beaucoup, apparemment il y a beaucoup quand on est jeune surtout, on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, qu'il n'y a que toi qui existes et que toutes les personnes autour sont des robots créés et qu'en fait il n'y a que toi sur Terre et que c'est toi qui vas décider quelle interaction tu vas avoir. Tout tourne autour de toi. Ouais, tout tourne autour de toi. Est-ce que tu as déjà eu cette impression ? Bien sûr, et de se dire que si tu fais quelque chose, ça va avoir une énorme conséquence sur le reste du monde. Il y a tout. Moi j'ai l'impression qu'il faut voir un peu la vie des deux côtés, de te dire peu importe ce que tu vas faire, ça a de l'impact que sur toi, c'est toi qui crée ta propre réalité et peu importe si tu vas te ridiculiser ou que tu vas dévoiler ta flamme à cette femme, tu t'en fiches, c'est une figurante, elle a de l'importance dans le moment présent
Mais demain, si tu veux plus qu'elle fasse partie de ta vie, elle en fera plus partie. Ouais. Tu termines en disant, c'est comme dans un film, tu te souviens des héros, mais est-ce que tu as retenu le mec qui passait derrière eux en arrière-plan? Ouais, non, je te rappelle plus. Bah non. Sauf que moi, oui, quelquefois, je te retiens, moi, rappelles le figurant. Allez, un dernier exemple, le carnet du malaise assumé. Et ce qui est drôle, c'est, j'espère qu'elle ne regarde pas, mais j'en parlais avec mon ex petite copine, et j'en ai parlé longtemps après la relation, de tous les moments de malaise, quand je prenais les médicaments et que ma libido était totalement déréglée, et quand on en parlait après la relation, elle me dit, mais il n'y a eu aucun moment de malaise. Ouais. Moi, je voulais t'aider, je voulais en parler. Je voyais que tu n'étais pas prêt et que tu n'acceptais pas la chose. Donc, je t'ai laissé ton temps. Mais le malaise, Joe, il était dans ta tête. Et tu m'en aurais parlé, je t'aurais écouté avec bienveillance, tu vois, entre guillemets. Et donc, ouais, les malaises, il faut en parler. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait être à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on va bien, on va prendre soin de soi et le fait d'être bien dans sa peau va faire que les autres vont être bien aussi. Mais on peut être son pire ennemi et s'auto-flageller, se faire du mal, alors que la réalité est tout autre en fait. C'est comme quand, alors c'est les 4 accords Toltec, hein, c'est quand on imagine que les autres vont penser ça, etc. Il n'y a que nous qui pensons ça. Il n'y a que nous qui pensons ça. Voilà. Tu vois, ça, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai parlé d'antidépresseurs sur Internet. J'en ai fait une vidéo complète. Tu verrais le nombre de messages Instagram que j'ai reçus le jour même. Même des potes à moi, pour te dire. Moi aussi, je prends des antidépresseurs. Mais non, quel effet secondaire t'as eu? Mais comment t'oses en parler? Moi, j'ai honte d'en parler à mes parents. Ouais. La peur. Ouais, la peur du La jugement. peur du jugement. Tout le temps. Et ça déjà, sans jugement, sans peur du jugement, je peux vous dire qu'on va beaucoup mieux. Bien sûr. Si tout le monde pouvait aussi faire ce pas de côté et se dire je suis comme je suis, peu importe que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas. En tous les cas, je suis fidèle à ce que je suis. Tout à fait. On ne peut pas parler ensemble, toi et moi, Jo. Jo, c'est Joseph, hein, vous l'avez remarqué. Ah, moi, j'aime bien Joe. C'est Joe. À l'américaine. L'hypersensibilité. Ah. Voilà. Et évidemment, dans la santé mentale, elle joue un rôle prépondérant. Puisque c'est un mot aujourd'hui un peu galvaudé, tout le monde est hypersensible, ou alors hypersensible, c'est oh là là là, quel boulet. L'hypersensibilité, c'était inconnu à l'époque de nos parents, et pourtant, le terme d'hypersensible, il existe depuis le début du XXe siècle. Alors ça, moi, je l'ai appris, je ne savais pas du tout, je pensais que c'était très moderne avec les recherches scientifiques actuelles. Mais c'était Hélène Aron, psychologue américaine, qui a popularisé ce profil dans les années 90, et aujourd'hui, c'est même reconnu par la science. Pour toi, c'est quoi un hypersensible? Un hypersensible, pour moi, c'est une définition très simple. Tout le monde a une sensibilité, qu'on l'accepte ou non, ça fait partie des émotions, et c'est quelqu'un qui a une sensibilité plus haute que la moyenne. Il y a des hypersensibles, bien plus hautes que la moyenne, et tu peux être hypersensible parce que tu ressens bien plus fortement les émotions que les autres. Ouais. Et encore une fois, la pire erreur que tu peux faire dans ce cas-là, c'est de dire okay, pourquoi je ressens tout plus fortement que les autres? Et la plus grosse erreur, c'est d'aller sur TikTok, d'aller sur Insta, et de taper conseil hypersensibilité. Moi-même, le premier, j'ai fait la bêtise, tu vois, avant d'être coach, avant de vouloir donner des conseils dans ce domaine. Moi, je ne me considère pas comme hypersensible. Qui suis-je pour donner des conseils? Je peux poser des questions, mais les conseils vont venir de psychologues ou de gens qui l'ont vécu. Et l'hypersensibilité, pour moi, c'est un magnifique cadeau pour apprendre à te connaître et voir que finalement, quasiment la moitié de la population ressent comme toi. Et donc, ce qui est intéressant dans le livre justement de Joseph, c'est qu'il va nous décrypter l'hypersensibilité sans jamais la juger, et pour voir justement si ça résonne en vous. Et il va vous poser des questions pour savoir si, tiens, est-ce que c'est un petit penchant vers l'hypersensibilité? C'est une manière de percevoir le monde avec une intensité émotionnelle et sensorielle plus forte que la moyenne, où chaque sensation, chaque mot, chaque regard peut profondément toucher, émouvoir ou déranger. Ça n'est ni un trouble, ni une maladie, mais un trait de personnalité qui est présent chez environ 20% des personnes. Une personne sur 5 est hypersensible. Et moi, je pense encore que le pourcentage il est bien plus élevé que ce qui est dit dans les stats, parce qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas, qui n'osent pas en parler. Et l'hypersensibilité, voilà, c'est en rien, c'est une maladie, justement, c'est un trait d'émotion. Et tu vois, un jour, première émission que j'ai faite sur l'hypersensibilité, j'ai invité des proches ou des amis qui se disaient comme hypersensibles. Alors rien, on a affirmé qu'il l'était, on dit raconte-moi pourquoi tu penses que tu l'es. Il y en a une qui raconte que voilà, dès qu'elle arrive en cours, qu'il y a un contrôle ou qu'il y a une émotion forte au cours de sa journée, elle va s'isoler dans les toilettes, dans les chiottes, et elle va pleurer. Elle a trop d'émotions. Que ce soit pour un contrôle qui s'est mal passé, que ce soit pour une bonne note, et elle imagine ses parents qui la prennent dans les bras, bravo, t'as eu 20 sur 20 et tout. Elle dit, il y a trop d'émotions, je sais pas comment. Il en avait parlé à personne. Et
encore une fois, le fait d'en parler, d'être compris par d'autres jeunes, ça lui a fait énormément de bien. Et une fois qu'elle en a parlé, Jessica, elle s'appelle, c'est devenu, non pas une normalité, mais elle a enlevé ce mot, entre guillemets, maladie de sa tête, différente, de non, je suis comme ça. Et ça fait du bien. Et ne laissez jamais quelqu'un vous dire « tu pleures tout le temps ». Non. C'est juste accepter vos réactions, conscientiser ces réactions et vivre avec. Je pense que ça permet aussi de davantage bien la vivre et de davantage se faire accepter les autres aussi. Jessica, je lui avais dit, mais tu préfères être une belle hypersensible comme toi et réussir à lâcher tes émotions ou être une grosse anxieuse avec la boule au ventre qui n'arrive même pas à exprimer qu'elle aime quelqu'un? J'avoue. Et qui va peut-être être violente verbalement parce qu'elle ne comprendra pas. Tout à fait. Des choses que vous pouvez noter, peut-être, alors ça c'est un test pour vous, c'est vous pouvez ressentir une hyperesthésie, le fait d'avoir tous ces sens amplifiés, une hyper-émotivité, Jessica, une sensibilité émotionnelle exacerbée, une hyper-empathie, alors c'est le fait de ressentir les émotions des autres, mais comme si c'était les siennes, c'est-à-dire qu'on le prend en pleine figure. Quoi. Tout, ouais. Alors l'empathie, à mon avis, c'est justement savoir aider l'autre, mais sans jamais tomber avec l'autre. C'est ce qu'on t'apprend dans plein de beaux métiers, tu vois, l'empathie. Mais garder tu te rends compte qu'un jour, j'ai rencontré un supérieur qui m'a dit un jour la pire qualité d'un journaliste, c'est l'empathie. Ah, t'étais pas d'accord? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah mais merde, alors ça veut dire que je suis nulle, parce que je sais que je suis empathe. Et finalement, la vie m'a montré que c'était non seulement la plus belle qualité, mais j'allais dire la condition sine qua non pour faire ce boulot. Savoir vibrer avec l'autre, ressentir l'autre, mais faire le pas de côté qui permet de retranscrire justement ce message donné et cette réalité-là. Et moi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un autre mot? Est-ce que tu mettrais le mot empathie quand c'est tes enfants qui ont un problème? Est-ce que c'est un autre mot? Je pense que pour moi, et pour toi, c'est du ressort d'une question vitale en fait. C'est-à-dire que si moi j'aide pas mes enfants, je meurs un peu. Mais du coup, parce que moi je suis pas encore papa, est-ce que quand on est maman, dans ton cas en tout cas, on arrive à mettre cette barrière et dire ok, j'aide mon enfant, mais je veux pas ressentir son mal-être, ou est-ce qu'automatiquement t'es relié avec eux? Alors je pense que au départ, on donnerait sa vie, et je donnerais toujours ma vie pour mes enfants, mais on donnerait sa vie pour son enfant, mais pour le protéger. Avec l'expérience et avec l'âge, on ne peut pas protéger son enfant de tout. Et peut-être que les expériences de vie, les épreuves, le fait aussi, quelquefois, de se prendre une porte, ça aide. Et les enfants doivent passer par là. C'est-à-dire qu'un papa ou une maman ne peut pas prendre la place de son enfant et l'empêcher de tomber. Parce que c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Vous n'avez jamais vu un bébé, un nouveau-né qui commence à marcher, qui ne tombe pas, quoi. Donc je pense que, évidemment, le cœur dit « je veux le protéger, je veux mettre de la mousse partout pour pas que ça tombe », mais finalement, il faut qu'il tombe pour se relever. C'est intéressant, ouais, c'est exactement ça. Mais ça s'apprend. Mais effectivement, quand tu me parles comme ça des tripes, moi je donnerais ma vie pour mes enfants. Voilà. C'est beau, j'aime bien, j'adore. C'est comme ça. Et puis un dernier mot, une hyperactivité mentale. Et ça, c'est hyper intéressant. Le fait d'être tout le temps en train de ruminer, d'analyser ce que les gens nous ont dit. On fait une réflexion et là, on se dit oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tu te fais des scénarios. Donc tu projettes, tu deviens anxieux. Et tout ça parce que tu as envie d'être aimé. C'est vrai, il y a un terme qui... J'en ai fait une vidéo dessus, parce que il est autant intéressant au bidon, ce mot, overthinker, sur Internet. Et encore une fois, tu as plein de vidéos trop pensées. Est-ce qu'on pense vraiment trop? Moi, j'ai l'impression que dans la société actuelle, il y en a beaucoup qui réfléchissent trop et qui n'arrivent pas à mettre leur cerveau en pause. Encore une fois, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une épreuve? On le voit comme on veut. Et moi, l'écriture m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Et t'en as plein qui se plaignent de trop penser, mais qui aiment ça, qui continuent, qui ne cherchent pas de solution. Alors que le sport, la verbalisation, l'écriture peut faire beaucoup de bien. Et moi, je pense que quand tu penses trop, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quelquefois, c'est que tu n'es pas aligné, que tu ne vas pas vers le bon chemin et que ton cerveau, il veut fuir, entre guillemets. Alors, ce qui est intéressant, quand on a notre cerveau qui fonctionne à 20 000 à l'heure, à un moment, on se dit « mais j'en veux... Arrêtez, je voudrais un bouton off ». Ça, c'est pas forcément toujours possible, facile. C'est ce fameux lâcher-prise.
le premier pas, je pense, c'est déjà en être conscient. C'est-à-dire de se dire, ok, là, ça va dans tous les sens. Je suis en train de me dire que lui va me juger, etc. Déjà, ce premier pas de se dire, ok, là, il se passe trop de choses. C'est un premier pas vers le lâcher-prise. Parce que le problème, c'est que ça peut créer des scénarios complètement faux. Tu le dis, en famille, les hypersensibles prennent tout à cœur et se sentent responsables du bien-être de chacun. Oui. Non, on n'est pas responsable de la manière dont nos parents vont nous répondre ou dont la manière dont nos ados vont nous traiter. On n'est pas responsable de ça. Jamais, jamais, jamais. C'est difficile. C'est dur de ne pas tout prendre à cœur aussi. L'amitié aussi, c'est très dur. Je trouve que l'amitié, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le cercle de proches avec lesquels tu peux le plus communiquer de ça, tu vois. Ouais. Une vraie amitié, il n'y aura pas de jugement. C'est pour moi le cadre où tu peux parler de santé mentale en liberté. C'est tes deuxièmes thérapeutes. Et si avec les amis, tu ne peux pas parler de ton hypersensibilité, de ta santé mentale ou autre, pose-toi des questions. Parce que les amis, c'est pas simplement pour te monter vers le haut et passer des bons moments. C'est aussi pour être posé et relativiser sur ta santé mentale ou sur le monde. Et tu vois, aujourd'hui, moi, mes amis, c'est ceux avec qui je parle le plus de santé mentale. Et la plupart de mes amis ont un gros ego, un gros caractère. Et enfin, après des années, ils osent me parler de leurs problèmes sexuels, ils osent me parler de leurs problèmes de santé mentale tout court. J'adore cette citation, j'ai oublié l'auteur, je suis désolée. Un ami, c'est quelqu'un qui vous aime, quand même. Elle est belle, ouais. Okay. Donc, ce qu'on apprend avec toi, c'est qu'il faut savoir se poser les bonnes questions pour savoir si l'on est hypersensible. Ouais. Je vais les reprendre, les poser, et tu vas me dire si toi tu valides par rapport à toi. Ai-je souvent l'impression de trop ressentir les choses ? Quelquefois. Moi aussi. Les critiques, les tensions, vous marquent-elles plus que les autres ? Oui, à l'époque. Plus maintenant ? Plus maintenant. Et tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on a tous des traits d'hypersensibilité et ne pas se dire je suis hypersensible. Je peux appartenir à une catégorie sans pleinement appartenir. Oui, à l'époque, et c'est comme un bel entraînement. J'imagine que toi aussi, tôt ou tard, au sein de ta carrière, ça te touche, les critiques. Bien sûr. Et puis tu apprends à travailler dessus. Surtout dans nos métiers d'image. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont terribles, parce qu'ils vous renvoient des critiques anonymes qu'on prend en pleine figure. Mais voilà, l'importance de faire le pas de côté, de se dire ces critiques-là émanent d'une personne qui en plus se cache. Ouais. Et c'est son point de vue. Mais j'avoue que c'est difficile. C'est dur. Que ça ne touche pas toujours. Et moi, je pense que c'est bénéfique que ça ne touche toujours. Ça montre que ce qu'on fait, ça a de l'importance pour nous. Et qu'on se respecte. Voilà, si demain on faisait un podcast sur la crypto-monnaie, peut-être que les critiques nous toucheraient moins, parce que c'est une thématique qui nous parle moins. À moins que tu sois fan de crypto-monnaie, je sais pas. Non, mais là, normal, on parle avec le cœur, on parle de nous. Et peut-être qu'il y aura des critiques à cette émission. Oui. Tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que moi, ça aura suscité l'intérêt. Tout à fait. Mais il y aura aussi des belles choses. Ah oui, j'espère. Une autre question, suis-je souvent submergée par mes émotions sans comprendre pourquoi ? Beaucoup. À votre avis ? Est-ce que je capte facilement l'humeur des autres ou l'ambiance ? Ah oui, beaucoup. Espèce de... Voilà, on a les poils qui se hérissent. Et toi ? Tout le temps. Ouais. Les larmes qui viennent dans les yeux. Et c'est pas une faiblesse. J'ai longtemps pensé que c'était une faiblesse, que c'était un acte de fragilité. Et mon Dieu, que c'est un cadeau. Ah, c'est un très beau cadeau. Alors, vous allez répondre, vous allez prendre un petit morceau de papier. C'est ça que tu conseilles, un papier. Et d'écrire. Parce que la verbaliser, si elle regarde l'émission, c'est difficile devant son ordinateur ou devant un miroir. Mais le papier va remplacer un bel inconnu. Ouais. Et vous, dans 10 ans, vous le relirez et vous direz « Waouh, j'ai vachement cheminé depuis ». Alors, comment aller mieux ? Parce que quand vous voyez Jo passer, avoir raconté son histoire, toutes ses difficultés, ce qu'on peut dire, c'est que tu sembles aller vachement bien. Moi, ça va. Là, aujourd'hui, j'ai la forme. Là, je suis bien. Ouais. En parler, éviter d'être seul et se faire aider. C'est toi ce que tu as fait. Et comment on trouve cette énergie quand quelquefois, on n'y croit plus. On a remonté la pente, on l'a redescendu, on l'a remonté 2 fois plus, on redescend. Comment toi, tu trouves l'énergie de toujours y croire ? Déjà comprendre que c'est normal. La guérison de la santé mentale, en rien, c'est un chemin linéaire. C'est des montagnes russes. Et même après que je sois sorti de la dépression et tout, bien sûr que des fois, j'ai des moments de grosse déprime. Et peut-être quelquefois de petites dépressions qui retombent. Se dire que voilà, c'est normal. Tout le monde va à son rythme. Il y a le temps guérit tout. Et moi, je trouve que cette phrase, elle est vraie et fausse. Le temps guérit tout, si tu fais l'effort d'y accorder une bonne énergie. Et comme on l'a dit, personne n'est obligé de parler, personne n'est obligé de communiquer. Il faut le faire à son rythme. Mais prends le tout petit peu d'énergie qu'il te reste pour apprendre à écouter,
et à voir que tu n'es pas seul. Parce qu'au final, j'ai l'impression que une grande partie de la souffrance quand tu as une épreuve, c'est de croire que tu es seul dans ton épreuve. C'est cette solitude que tu dois affronter seul et te dire « Ok, je suis dans mon lit, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu quelqu'un de proche, et il n'y a que moi qui vis ça. » Et bien si tu ouvres la porte et que tu prends le peu d'énergie qui te reste pour aller demander à quelqu'un, lire un témoignage ou écouter une personne te dire « Je suis comme toi ». 90% des symptômes que tu ressens, je les ai ressentis ou je les ressens à l'heure actuelle. Ça va te redonner ce qui te manque d'énergie pour aller en parler et guérir. Donc, moi je dirais, prends le temps qu'il te faut, que ce soit parler, écrire, écouter. Il y a 1 milliard de solutions, que ce soit le sport, l'écriture, il y en a 1 milliard. Et il faut juste prendre l'énergie pour se renseigner sur quelle est la meilleure solution pour moi. Et quand je serai prêt, là je vais parler à un professionnel de santé. Et ce sera la belle cerise sur le gâteau pour guérir. Et si toi, moi, n'importe qui peut guérir de deuil ou d'énormes épreuves. Et tu vois, sur Social Media, on a eu des jeunes paralysés du jour au lendemain. On a eu des personnes agressées sexuellement. On a eu des personnes qui ont vécu des traumatismes énormes. Tout le monde, on peut guérir de tout. Et encore guérir, le mot, on le voit comme on veut, tu vois. C'est rire gaiement, guérir. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'évidemment que ce qu'on vit est unique, parce que c'est notre histoire, parce que c'est notre lien avec la personne aimée qui a disparu. Donc évidemment, ça n'a rien à voir, ton histoire de ton papa, ça n'a rien à voir avec l'histoire du papa de mes enfants. Tout est unique. Mais en revanche, ensemble, on peut s'épauler pour aller mieux. Et voir que l'autre a réussi à cheminer, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à cheminer de la même manière, mais en tous les cas, c'est un beau message pour se dire qu'il y a 1001 routes pour arriver à sortir la tête de l'eau, mais on peut y arriver. Bien sûr. Et on la sort à un moment ou à un autre. Encore une fois aussi, c'est changer de vocabulaire. Il n'y a pas d'échec. Ouais. Il y a juste des étapes, des cheminements. Exactement. T'es d'accord ? Oui, d'ailleurs, est-ce que toi, t'as un bel échec en tête ? J'ai cru que j'avais eu des échecs pendant très longtemps. Et je me disais, mais t'es nul. Pourquoi t'as pas fait ça ? Pourquoi t'as pas eu ça ? Pourquoi t'as pas remporté ça ? Mais aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, en fait. C'est la vie. Moi, je pars du principe que la vie te veut du bien. Et que malgré les étapes qui peuvent, à l'instant T, te paraître comme une claque dans la figure, une épreuve, un échec, un refus, c'est simplement pour que tu ouvres l'autre porte. Ouais. Et que toi, tu te focalisais à ouvrir cette putain de porte, excusez-moi du terme, mais c'était ça, je veux ouvrir cette porte-là. Mais attends, elle n'est pas faite pour toi cette porte. Ah, tu verras, l'autre porte, elle est vachement sympa. Et en plus, tu vas te révéler davantage. La vie nous veut du bien. Encore faut-il accepter que ça prenne plus de temps. Et accepter aussi, c'est peut-être un problème, question d'ego aussi, voilà, de faire le pas de côté en disant arrête de te borner, de te buter à vouloir ce que tu veux, ouvre les yeux sur ce que la vie va t'ouvrir. C'est ça, exactement. Et il n'y a pas de temps pour ça. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici avec nos médias et qu'on a construit aussi une nouvelle société d'écoute et de bienveillance qu'on n'a pas forcément ailleurs. Tout à fait. Et de non-jugement. Ouais, et de non-jugement, exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit quelqu'un ne pas bien aller ? Alors, on n'est ni toi, ni moi, ni vous, des médecins, des soignants. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour apporter de l'aide sans pour autant faire de mal ? C'est une question que je me suis beaucoup posée, tu vois. Parce que quand tu vas pas bien, tu veux pas d'aide. Tu veux pas d'aide. Et il ne faut pas obliger à aider quelqu'un qui ne veut pas de l'aide. Non. Moi, la première question, c'est est-ce que tu as besoin d'aide ? Est-ce que je peux t'aider de n'importe quelle manière qu'il soit ? La personne peut-être va te dire oui, et là, c'est bon. Peut-être la personne va te dire non. À toi de voir si tu dois apporter du temps à cette personne ou aller te renseigner s'il y a un proche peut-être qui peut l'aider. Moi, ce que j'adore faire, c'est demander si la personne veut de l'aide. Et si je ressens qu'elle a besoin de l'aide, mais qu'elle n'a pas la force de me demander, simplement passer du temps avec la personne. Est-ce que tu veux qu'on aille manger ? Est-ce que tu veux qu'on aille se balader ? Ou proposer carrément ? Parce que si tu lui demandes, peut-être qu'elle n'aura pas la force de dire oui, mais si tu lui dis tiens, j'ai pris 2 places de cinéma pour aller voir tel film, simplement passer un beau moment avec la personne et lui parler de toi,
lui parler de ce que tu ressens, de ce que tu as vécu. Et si c'est une personne que tu connais, naturellement, elle va se confier petit à petit. Il ne faut pas oublier que la personne, elle souffre. Et encore une fois, tout est une question de temps. Et des fois, une simple petite minute ou heure à parler de toi et de dire comment tu vas et comment tu vas pas, ça peut permettre à l'autre d'ouvrir une porte et de se confier. Tiens, je vais t'ouvrir mon cœur. Je vais vous raconter une jolie histoire qui m'a incroyablement aidée. À une époque, quand Claude est mort, je ne voulais voir plus personne, y compris mes proches. Peut-être parce qu'il fallait que je vive ce moment de deuil et que je sente justement cette solitude m'envahir jusqu'à toucher du doigt la mort. Ma meilleure amie, qui s'appelle Claire, qui est ma sœur d'âme, n'a jamais cessé, chaque jour, de m'envoyer un petit message. Ça pouvait être « Bonjour Mado », ça pouvait être un petit cœur, tous les jours. Quelquefois, elle essayait de m'appeler, je ne répondais pas. Tous les jours, j'avais un petit message. Ça m'a sauvée. Parce que je voulais lui parler, mais je n'avais pas la force. Je voulais rester dans cette souffrance, je voulais la vivre, peut-être aussi, pour comprendre que Claude était mort, pour le visualiser, pour le sentir en moi. Mais savoir que la vie de l'autre côté m'appelait et ne m'abandonnait pas, parce qu'elle aurait pu se dire « Bon, elle fait chier, hein ». Eh ben non, c'est ça une amie. Une amie, c'est quelqu'un qui vous aime, malgré tout. Ouais. Pendant des semaines, elle m'a envoyé un petit message. Et puis un jour, j'ai répondu par un petit cœur et j'ai accepté sa main. Voilà. C'est hyper beau, la présence. La présence. Juste ça. Et tu vois, de savoir qu'elle était là, qu'à n'importe quel moment tu pouvais tendre la main. Merci ma Claire. Ah, très très beau. Les 6 pratiques que tu préconises dans ton livre et que vous devez faire en livre de chevet. Ok ? On en parle un peu sans déflorer le livre. Ça, dis-moi ce que tu en penses, toi. Ah bah j'adore. Un mot à moi d'il y a 5 ans. Tu l'as fait ça ? Un mot à moi il y a 5 ans. Moi, j'ai écrit beaucoup de fois il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et je réécris, j'ai beaucoup de... Tu verrais ma chambre. Hein. Moitié de livres dev perso. Je crois moitié, il y a quoi ? Il y a des journaux, des trophées, des trucs de tennis. Et la moitié, il y a des carnets. Et j'écrivais beaucoup de... Moi, il y a 5 ans, moi, il y a 10 ans. Moi, il y a 20 ans, maintenant, je peux le faire, j'ai 30 ans. Alors, tu lui dis quoi, par exemple ? Il y a 5 ans, tu vois, au tout début de mon projet, j'essaie de me rappeler aussi de ce que je ressentais. Et la confiance en soi, tu vois, quand tu te lances dans un projet, tu ressens zéro confiance. Tu apprends, tu essaies de pratiquer, tu portes beaucoup d'importance au jugement. Et le fait d'écrire à ce moment-là ce que tu ressentais, et de le relire 5 ans après, c'est énorme. Tu dis, j'ai fait du chemin. Wow. Parce que sinon, on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Exactement. Vous diriez quoi, vous, à votre moi d'il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, tu vois. Tu dis aussi ce que j'aimerais entendre aujourd'hui. En fait, imagine quelqu'un qui t'aime profondément, sans jugement, et qui trouverait les mots que tu aimerais entendre. Ouais, moi, j'aime bien faire, tu vois, pour le faire ça, fermer les yeux, imaginer ce meilleur ami ou cette meilleure amie claire. Si les personnes n'ont pas d'amis proches, imaginer quelqu'un de leur famille, ou même imaginer quelqu'un qui les aime, même si la personne est inconnue, et qu'est-ce qu'elle aimerait entendre ? Peut-être qu'elle est fière d'elle, peut-être qu'elle la trouve beau, belle, qu'elle va réussir tous ses projets. Et le fait d'avoir quelqu'un qui compte sur nous, même si on imagine, tu sais, le cerveau il fait pas gaffe entre la réalité et ce qu'on imagine, hein, c'est un soutien incroyable. Et des fois, ce soutien, on peut se l'inventer. Moi, j'aime bien me l'inventer d'ailleurs. Tu te dis quoi, toi ? Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mohamed. Il est d'un soutien incroyable pour mon média. C'est ta Claire à toi. Ouais, c'est ma Claire à moi, tu vois. Et lui, un autre pote, un jour, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait une déclaration. Qui me font très peu de compliments, mais comme ils complimentent, c'est fort. Et plein de fois, je ferme les yeux. Et j'imagine, je dis, ah là, il serait fier de moi. Là, il n'a pas pu être là pour cette interview, ce podcast, ou cette conférence. Là, il m'aurait fait comme ça, il m'aurait, t'as géré mon frérot, comment t'étais beau gosse, t'as vu nanana, l'éclairage. Et ça fait du bien. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est, tu vas tout déchirer. Tu vas tout déchirer. Voilà. Ah, les enfants, ils doivent être et je suis sûre que c'est ce qu'ils se disent aussi. Ah bah tu oui. vas tout déchirer. Ils regardent tes vidéos ? Évidemment. Oh, ils sont critiques aussi, hein, Ah, tu vois, ils sont marrants. Ce que je reconnais chez moi aussi, les 3 choses dont tu peux être fier. Ah oui. Ça peut être ça aussi, de marquer ça sur un petit bout de papier plutôt que de voir ce qui n'a pas marché et de se dire, ok, j'ai réussi à faire ça. 3 choses. On en dit 2 chacun ? Ok, vas-y, commence. Oh, moi, je suis fier de toutes les fois où je voulais lâcher ce beau média. On parle de tout, par difficulté financière ou difficulté de nombre d'abonnés il y a des années. Mais je suis fier de ne pas avoir lâché. Ouais, je suis fière de ne pas avoir renoncé. Je suis fière d'avoir cru en Franck, mon équipe. Ah.
Et moi, je suis fier d'avoir eu le courage de voyager seul. Le voyage solo, pour moi, c'est une très belle découverte de moi-même. Et donc, ouais, je suis fier de m'être lancé il y a quelques années, d'essayer de parcourir 1 ou 2, 3 nouveaux pays tous les ans. Je suis fière d'avoir osé pousser la porte d'un psy. Très, très beau, ça. Ouais. Troisième? Un troisième? Et ben moi, je suis fier de réussir aujourd'hui. À l'époque, je n'arrivais pas du tout de dire à ma maman que je l'aime. Et moi, je suis fière d'être vivante aujourd'hui. J'aime bien, j'aime bien. Et vous, de quoi êtes-vous fière? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Ouais. Écrivez-le sur un petit morceau de papier. Fierté. Et ce que je sais faire aussi, c'est pas mal de mettre ça sur papier. Plutôt que de dire « je sais pas faire ça Ah oui. » dire « je sais faire ça ». Il y a tellement de jeunes qui galèrent à trouver leur voie, parce qu'on les met dans une voie, finalement, ok, là t'es nul en marketing. Bah oui. Après le marketing, qu'est-ce que tu sais faire? Ouais. Et hop, Exactement. Une épreuve qui m'a fait grandir. Tu demandes ça aussi. Tu dis à tes lecteurs et lectrices, pensez à cette épreuve qui peut-être a été douloureuse, mais qui aujourd'hui vous a fait grandir. c'est ça. Et ça force tous ceux qui n'ont pas eu cette réflexion de l'échec fait grandir, l'échec, ou une épreuve fait grandir, bah, à se dire, ok, pour la première fois, comment cette rupture, comment ce burn-out, comment cet harcèlement au travail, comment il m'a fait grandir finalement? Parce que dans la plupart des têtes, c'est impossible qu'une épreuve fasse grandir. Ça détruit, ça abîme et ça laisse une cicatrice. La mort de ton papa t'a fait grandir en quoi? Ça m'a fait grandir dans le point de vue professionnel, parce que ça m'a fait prendre un nombre de risques incalculables, parce que si j'aidais pas les gens qui ont vécu une douleur similaire, la vie pour moi ne servait à rien, il n'y avait pas de sens. Ça m'a aidé dans les relations amoureuses aussi, de me dire que tout a un début, tout peut avoir une fin dans certains cas. Très juste. Ça m'a aidé à dire je t'aime, un je t'aime que j'avais pas appris dans cette double culture, et de me dire si tu le penses, bah dis-le au moins à tes proches, tu vois, parce que du jour au lendemain, peut-être que tout peut s'arrêter. Et ça m'a aidé à être moi-même. Parce que mon père était quelqu'un qui était très lui-même, très mélancolique, et qui l'acceptait, tu vois. Et des fois, le deuil peut aider même 10 ans après. Des fois, il y a des beaux cadeaux qui reviennent 10 ans après. Je me dis, ah, mon père, il était comme ça. Et je peux peut-être en tirer ça de bénéfique. Et il y a également une promesse à toi-même que tu peux aussi t'écrire sur un petit calepin. Alors, bah justement, c'est quoi ta promesse pour les jours à venir? Pour les jours à venir, tu vois, c'est de penser à moi. Penser à moi dans le sens où là, il se passe quelque chose, tu vois, où je suis à Paris depuis 30 ans maintenant. Ouais. Paris, cette ville qui est autant belle que autant je la déteste. Tout va trop vite. Et là, pour la première fois, j'ai envie de tester un autre pays. Ah, ok. Donc, je réfléchis beaucoup à Bali, Indonésie, que j'avais déjà fait, que j'avais adoré. Et pour la première fois, de me dire, ok, j'ai la tâche de la maman, j'ai la tâche de la famille. Et tu vois, j'ai une grosse rupture amoureuse il y a 20 jours, là. Gros cadeau au final. Voilà. Bien sûr. Du fond du cœur, je la soutiens, mais Évidemment. gros cadeau parce que maintenant j'ai cette détache de me dire, je peux aller où je veux. Je peux enfin choisir le pays ou la ville, même temporairement, que j'ai toujours voulu. Donc voilà, pensez à moi. Quand je disais que la vie nous voulait du bien, Ah ouais. même dans les épreuves. C'est ça. Et pourquoi tu as voulu témoigner dans notre émission? En quoi c'est important pour toi de transmettre ton chemin de vie pour aider? Alors, principalement déjà pour la personne, parce que toi, la première question que je t'ai posée, tu vois, même avant qu'on débute, c'est quelle épreuve tu as vécue? Et même quand tu parles, au-delà du beau vocabulaire de journaliste et tout, c'était sûr à 1000% tu avais vécu une épreuve. J'ai dit, je vais même pas me renseigner sur l'épreuve et tout, j'ai dit, on va lui demander. Tu le sentais? Ouais, bah c'est sûr, c'est 1000%. Et sinon, tu ferais même pas ce métier-là, tu vois, de toi-même. Pas de hasard. T'aurais pas créé tout ça, c'est sûr. Ouais. Et pourquoi c'est important? Parce que on a tous les deux vu que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je me dis, bah moi-même, ça se trouve demain je serai plus là. Mais quelle trace je vais laisser? Bah, l'argent c'est cool, si ça vient c'est top, et c'est en train de venir donc tant mieux. Mais par contre le jour où je vais mourir, c'est quoi que je vais garder pour mes potes, pour les inconnus, pour toutes les générations à venir? Et moi j'aurais voulu, il y a 10 ans, quand j'ai perdu mon papa, que quelqu'un laisse tous ces beaux témoignages de deuil. Et je me dis, bah à moi de les laisser, il n'y a pas eu, à moi de faire ce cadeau aux gens. Et tu vois, le nom, on parle de tout, du média. Moi, je m'en fous que mon nom Joseph il soit retenu, mais au moins que dans 10 ans, dans 20 ans, dire
Grâce à On parle de tout, j'ai appris que parler, c'était le meilleur médicament au monde. Une boîte à trésors que tu permets aux gens de consulter. C'est ça, Ouais. comme cette vidéo qu'on est en train de faire, tu vois. Ça se trouve, elle te regarde dans 4 ans, dans 10 ans. Je le souhaite en fait, c'est exactement ça. C'est pas des noms qui doivent rester, c'est des aides. Ouais. C'est piocher quand vous sentez que vous en avez besoin. C'est ça en fait, la transmission. Tu parlais de léguer, bah, c'est ça, un héritage. Laisser ça sur notre terre, ce serait un beau cadeau. C'est ça. Ouais. Et alors, je ne peux pas ne pas te demander de nous parler de cette anecdote que tu cites dans ton livre sur l'échec, comme quoi il n'y a jamais d'échec. Est-ce que tu peux me parler d'un certain Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James que tu cites? Bah oui, mais ce qui est drôle, c'est que Incroyable. quand tu fais des recherches, tu vois, tout le monde a connu des gros échecs. Et en fait, tu vois que dans tous les sportifs de haut niveau qui sont cités, dans tous les entrepreneurs que moi j'admire royalement à Paris, finalement, tu n'en as aucun qui a tout déchiré du premier coup. Et dès que tu lis tes interviews, Kobe Bryant, peu importe le basketteur, peu importe le sportif, tu vois, finalement, c'est que grâce aux échecs qu'il les remercie. Des paniers perdus. Des paniers perdus, des entraînements foirés, des deuils familiales, des épreuves horribles. Ils étaient à ça d'abandonner. Et s'il n'y avait pas eu à chaque fois le moindre détail pertinent comme ça d'échecs, finalement, tu vois qu'il n'y a aucune star qui n'a pas connu d'échecs. Ouais. Et quand tu te compares à eux, encore une fois, tu n'es pas obligé de parler, mais juste d'écouter des témoignages, ça te dit, ouais, mais on a tous vécu les mêmes choses. On a tous connu les mêmes malheurs, les mêmes bonheurs, les mêmes doutes. Tout le monde a plein de doutes. Et plutôt que de calculer les paniers loupés, c'est plutôt regarder tous ceux qu'il a réussi à lancer dans le panier et qui font de lui un Et tu vois, Roger Federer, sportif incroyable. tennis, qui a fait une interview il y a un an, là, très très connu à Harvard, et qui dit « J'ai gagné 80% de tous mes matchs ». Donc tout le monde me voit comme une star. Mais j'ai marqué au cours de ma carrière que 54% des points. Donc la moitié de mes points, je les ai perdus. Donc la morale que j'en ai tirée, c'est que dans la vie, tu vas rater peut-être plus de la moitié de tout ce que tu entreprends. Même pour un champion comme moi, il le dit humblement. Alors si tu foires la moitié de ce que tu entreprends, apprends à rater, apprends de cet échec, concentre-toi que sur le moment présent, et dès que tu as cet échec, que tu rates ce point, c'est bon, il est passé, tu l'as perdu, quoi qu'il arrive, tu l'as perdu, maintenant concentre-toi sur le prochain. Il dit, c'est comme ça que je suis devenu un champion, et c'est comme ça que tous les champions deviennent. Un petit clin d'œil à un invité qu'on a reçu il y a quelques mois dans le fauteuil d'Entre vous et moi, Romuald Boulanger, qui nous a expliqué que, avant de devenir le grand producteur qu'il est aujourd'hui de cinéma, je vous invite à regarder l'interview, j'ai passé des années et des années à taper des pénaltys, jusqu'à ce que la balle rentre un jour. Lui aussi a perdu son papa à 18 ans, et jusqu'au jour où la balle est rentrée, et il a réussi à faire un film avec un artiste incroyable, Mel Gibson. Et il a fait son gros succès de film avec l'acteur américain Mel Gibson. Magnifique. Voilà. Romuald Boulanger, on n'oublie pas. Romuald Boulanger. Et donc, il nous a dit, continuez à tirer les pénaltys. Un jour, ça rentrera. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est bien rentré. Eh bien, ouais. Ton mot préféré, Jo? Le mot préféré? Résilience. Celui que tu détestes. Travailler. Ouais. Ton gros mot préféré? Moi, je dis bien... je dis putain. Ouais. La chanson qui te fait du bien? C'est un rappeur qui s'appelle Dinos, @. Ça parle d'amour, et que quelquefois on veut un amour d'un soir, quelquefois on veut un amour pour la vie, et qu'il y a toujours cette mélancolie par rapport à l'amour. Moi, je me reconnais beaucoup dans ces paroles. Et là, si tu regardes face cam, les téléspectateurs, un mot que tu dirais à celui ou à celle qui, en face, répondrait à la question « Tu vas bien ?» Bof, normal. Tu lui dirais quoi? Moi, je dirais présence. Présence et parole, mais surtout présence. Pour toi-même ou pour la personne qui va mal, sois présent. Peu importe de la manière, tu peux énormément lui apporter, et sans t'en rendre compte, tu peux apporter du bonheur, tu peux sauver une vie, tu peux être cette béquille dont la personne a besoin. Et juste en étant présent, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est un super pouvoir, et qui est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être pompier, pas besoin d'être médecin. Demain, tu peux sauver une vie, mais tu t'en rends pas encore compte. Et j'espère que ce podcast va t'apprendre cela, quoi.
Bon, j'espère que le témoignage inspirant, authentique de Joseph vous a touché en plein cœur et peut-être qu'il aura déclenché, désamorcé des nœuds en vous. En tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous la vidéo, y compris vos questions, et on vous prendra un grand plaisir à y répondre et à essayer de vous aider aussi, et Joseph aussi, pourra vous répondre. Merci beaucoup Joseph pour ce témoignage très fort, et merci d'être venu dans le fauteuil d'entre vous et moi. Mille merci à toi et merci de tes beaux témoignages. Merci à toi. Top. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.